Paris Première, ils sont derrière moi, ils sont d'accord sur rien, mais prêts à débattre de tout. Zemmour et Nolo, c'est l'émission qui donne du temps au débat et à la politique. Saison 7, épisode 4, sommaire. Nous reviendrons le temps du match sur ce qui s'est passé cette semaine. Le livre surprise du général de Villiers qui raconte son divorce avec le président Macron, du jamais vu dans la Grande Muette. Et puis bien sûr le verdict du procès Mera, un verdict qui divise. Donald Trump, un an déjà. Pour en parler, les journalistes Bernard Guetta et Sylvain Sipel. Comment convaincre les téléspectateurs de ne pas zapper quand on s'apprête à recevoir une des figures du quinquennat Hollande, un quinquennat toujours aussi controversé? Eh bien, ce sera notre défi avec Michel Sapin. Charlie, encore et toujours menacé, nous en parlons avec son ancien directeur Philippe Val. Et puis, il y aura bien sûr la super semaine de Sandrine Saroche et les carnets d'Alba Ventura. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Vous êtes un peu dissipé. Vous avez hâte d'en découdre. Alors, je rappelle à vos ennemis et à tous vos ennemis, et à vos amis aussi, mais là, je dis deux fois et demi, c'est un lapsus assez révélateur, qu'ils peuvent réagir en direct sur les réseaux sociaux avec le hashtag ZenPP. Allez, messieurs, c'est l'heure du match. Je suis votre chef, avait lancé Emmanuel Macron le 14 juillet dernier au patron de l'état-major des armées. Le 19 juillet, le général Pierre de Villiers répondait en démissionnant avec fracas. Aujourd'hui, c'est l'attaque surprise avec la sortie d'un livre du général qui s'appelle Servir chez Fayard. Alors, Éric Nolot, c'est quand même très nouveau pour la Grande Muette. Oui, puis il y a des nouveautés dont on se passerait bien, parce que, en fait, Emmanuel Macron est le chef des armées, le général de Villiers est donc son subordonné. Et le général de Villiers a eu envers le président de la République un comportement que lui-même n'aurait pas toléré de quelqu'un avec un grade moindre. Il a fait une sortie, paraît-il, assez violente, certes à huis clos. Certes à huis clos, mais enfin, première sortie. Ensuite, en privé, il a utilisé des mots un peu de corps de garde. Je me ferai pas baiser. Pour un militaire, c'est normal. C'est normal, mais enfin, dans les deux cas, il ne pouvait pas ignorer que ça remonterait jusqu'aux oreilles du président de la République qui l'a recadré. Alors, est-ce qu'il fallait le recadrer publiquement? Là, c'est un des points du débat. Ouais, en tout cas... Quoi qu'il en soit, je trouve très très dommageable que dans une période où le danger intérieur et le danger extérieur n'a jamais été aussi grand, que le président de la République et un aussi haut gradé exposent comme ça sur la place publique leurs différends. C'est un mauvais message envoyé à l'ennemi et ce livre va vraiment dans le mauvais sens. Et en plus, cette polémique obstrue un peu les véritables enjeux, c'est-à-dire est-ce que cette règle des 2% de la richesse nationale consacrée à la défense est valable ? Quel est le périmètre d'action de l'armée française? Est-ce qu'il faut qu'on continue à être un pays qui se projette dans des opérations extérieures, etc., etc. Et je trouve que, au lieu de discuter de ces sujets fondamentaux, on se focalise sur des questions de personnes entre le général de Villiers et Emmanuel Macron. En tout cas, ce livre, je trouve que c'est une très très mauvaise chose si les débats relatifs à l'armée deviennent comme ça des sujets comme des autres qui deviennent des sujets polémiques. Eh bien, moi, je suis pas d'accord du tout. Ah bon? C'est pour ça que tu es là. Alors, vraiment pas. Je pense que, d'abord, dans la forme, Macron a fait une énorme boulette comment dire, il aurait très bien pu faire semblant de ne pas avoir entendu. C'était à huis clos, comme l'a très bien dit Anaïs. La logique eût été qu'il fasse comme s'il n'avait rien entendu. Et c'était très bien. Deuxièmement, il a humilié le général de Villiers devant tout le monde, devant les alliés américains. Je te rappelle, c'était la veille du 14 juillet, etc. C'est lui qui a eu tort. En plus, il a fait une crise d'autoritarisme. Je suis votre chef, comme un gamin qui dit... Moi, j'adore. Bon, ça dans la forme. Maintenant, sur le fond, je ne vois pas pourquoi les soldats, les généraux, les officiers n'auraient pas le droit de discuter de ce qui les concerne au premier chef. Tout le monde discute de tout, et je ne vois pas pourquoi eux... ils n'auraient pas le droit de discuter. La Grande Muette, ça veut dire qu'elle ne fait pas de coup d'État. Ça ne veut pas dire qu'elle se tait et qu'elle se refuse à parler, elle se refuse à penser. Surtout qu'il a démissionné. Elle ne se refuse pas à penser, mais on n'étale pas ses états d'âme sur la place publique. Mais bien sûr qu'aussi. Il a démissionné. Il a démissionné. Il n'est plus hiérarchiquement soumis au président. Ça redevient un citoyen libre. Il a le droit de s'exprimer. Il s'est exprimé avant de démissionner et il s'exprime maintenant après avoir démissionné. Il s'est exprimé à huis clos. Bon, écoute. Alors, ça veut dire qu'on ne parle plus devant l'Assemblée nationale, devant les commissions. Il y a une manière de parler quand on est dans l'armée. Mais non, il n'y a pas une manière de parler quand on est dans l'armée. Non, mais de toute façon, je te laisse finir. Bon. Et dernière chose, sur le fond, il a raison.
C'est-à-dire que Macron et le gouvernement ont fait une entourloupe, une mauvaise manière à l'armée. C'est-à-dire 850 millions d'euros rabotés sur le budget. Exactement. Il les a remis après. Voilà, qui reviendra en 2018. Voilà, mais sauf qu'ils sont perdus quand même. Et que ça fait des années, c'est pas seulement Macron, hein, pour être honnête, depuis, depuis la chute du mur et la fin de Mitterrand II, Chirac, Sarkozy, Hollande, qu'à chaque fois on ponctionne, on réduit les budgets. Ils en sont... J'en ai beaucoup parlé avec des gens qui étaient des spécialistes. C'est un scandale, tu sais, nos interventions armées. Ils font des miracles tous les jours. Ils prennent des risques inouïs parce qu'ils n'ont pas les équipements. Tu sais que on est obligé d'avoir. Tu sais qu'on est obligé d'aller chercher des bombes américaines parce que nos avions n'ont pas assez de bombes. Est-ce que tu sais que sans les radars américains, on est aveugle? Je veux dire, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut rester un pays indépendant, ce qu'on n'est plus? Donc il faut augmenter le budget de la défense. 2%, pour moi, c'est un plancher. Il faut savoir ce qu'on veut et il faut savoir ce qu'on dit. Là, on est en plein dans le système Zemmour, c'est-à-dire la contradiction à chaque ligne. Alors là, maintenant, il a fait preuve d'autoritarisme. Auparavant, on reprochait à Hollande de ne pas être assez autoritaire. Bon. Alors, quand le président dit rien, c'est une chiffre molle. Et puis quand il y a manière et manière. T'imagines le général de Gaulle dire « je suis votre chef » Ensuite... La Grande Muette, d'habitude, je t'ai connu plus fervent défenseur des traditions. Il se trouve que la tradition de la Grande Muette, c'est une vraie tradition. On n'expose pas sur la place publique, surtout quand on est trop bradé. En plus, tu te trompes. Ensuite, on va pas faire un cours d'histoire, en effet, je trouve que tout ça, je reviens à mon idée, occulte les véritables débats. Par exemple, est-ce qu'il est normal... C'est le vrai débat. Attends, est-ce qu'il est normal que la France, par exemple, soit soumise à la règle des 3% du PIB, alors que nous sommes les seuls à assurer la défense européenne? Voilà une vraie question. Oui, tu l'as beaucoup entendu évoquer dans ce truc. Non, parce que le général de Villiers joue le coup d'éclat et refuse de discuter. Non, c'est les médias qui ne voient que le petit bout de la lorgnette. Là, je suis d'accord, c'est un vrai sujet. Ouais, c'est un vrai sujet. J'ai été humilié, blablabla, le 14 juillet. C'est pas ça le sujet de fond. Le sujet de fond, c'est les 3% du PIB. C'est est-ce qu'on doit conserver une force d'opération extérieure, etc., etc. Donc sur le fond et sur la forme, je trouve ça très mal. J'ai lu des extraits. J'ai pas lu le livre, évidemment, j'ai pas eu le temps, mais j'ai lu des extraits. Et il dit une chose très intéressante. Il dit... Nous vivons la fin du monde westphalien, c'est-à-dire la Westphalie, traité de Westphalie, 1648, les États-nations comme fondement du système international. Et les guerres entre États-nations. Et nous revenons, en fait, c'est très intéressant historiquement, nous revenons au monde d'avant Westphalie, c'est-à-dire guerre de religion et guerre de partisans, de tirailleurs, donc terrorisme, ce qu'on appelle le terrorisme, le djihadisme, etc. Donc nous sommes dans un double mouvement, à la fois... On doit intervenir à l'extérieur, en Afrique en particulier, pour contenir les mouvements djihadistes qui vont se répandre en Afrique. Mais auparavant, tu étais moins enthousiaste sur l'intervention en Afrique. Mais je suis d'accord. Non. Alors que moi, Non, parce que Nolo sait que j'appelle toutes ces interventions humanitaires du néocolonialisme. Mais là, c'est pas pour sauver les populations. Je suis contre la Libye. Ça, oui, je maintiens. Ah oui, mais le Mali, tu étais même contre le Mali à l'époque. Mais pour taper les djihadistes, ça se discute. Tu reviens de meilleurs sentiments, si j'ose dire. C'est pas de l'humanitarisme, ça. Bon. Et deuxièmement, une intervention à l'intérieur. On va avoir besoin de beaucoup à l'intérieur. Moi, je pense beaucoup plus à l'intérieur, mais ça, tu ne l'ignores pas. Vous savez que sur le budget de l'armée, pour clore ce chapitre, moi j'ai des amis qui partent en OPEX et qui vont acheter leurs chaussures chez Decathlon. Voilà. C'est pas qu'il n'y a pas de sujet. C'est pas la manière de le traiter. Préparation extérieure. Voilà, c'est l'heure de notre second match, messieurs. Abdelkader Mera a donc été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. En revanche, la cour d'assises n'a pas reconnu sa complicité dans les 7 assassinats perpétrés par son frère en mars 2012. Alors, ce verdict, Eric, amer mais juste ? Le terrorisme en général et le terrorisme islamiste en particulier est une manière de mettre à l'épreuve les démocraties sous tous leurs aspects, et notamment la justice. Et moi, je trouve que la justice, dans cette occurrence, a fait preuve de dignité, n'est pas tombée dans le panneau. Elle a dit 2 choses très simples. Elle a dit, pour ce qui est de la complicité d'associations de malfaiteurs, nous avons les éléments suffisants pour incriminer et condamner à 20 ans de prison Abdelkader Mera. Mais dans la complicité d'assassinat, et c'est très motivé, élément par élément, nous n'avons pas les éléments nécessaires et donc nous ne le condamnons pas plus lourdement. Je trouve que plutôt que de plonger dans une justice expéditive et de vengeance en disant le type s'appelle Mera, on va le charger quel que soit l'état du dossier, ils ont fait la part des choses, ils ont retenu ce qui était avéré, ils ont écarté ce qui ne pouvait pas être... le type était manifestement quand même son mentor, son bras droit, son cerveau gauche s'il a un cerveau. Tout ça figure dans les attendus. Simplement, il manque le ou les éléments décisifs
pour le condamner. En plus, il a été condamné, il faut quand même le rappeler. 20 ans, c'est quand même pas une petite peine. Bon, il n'a pas été condamné pour complicité d'assassinat. Des magistrats professionnels, au terme de débats longs, contradictoires, fouillés, estiment qu'il n'y a pas la preuve. Peut-être qu'en appel, puisqu'il y a appel, peut-être qu'il en ira différemment. Et j'observe d'ailleurs que les partis civils sont divisés à ce sujet. Une partie des partis civils dit que ce jugement paraît logique, paraît cohérent. Une autre partie dit que non, ils n'ont pas trouvé la justice qu'ils attendaient, ils attendent mieux en appel. Moi, je trouve que la justice française a répondu comme il fallait. Parce que la justice américaine, dans le procès Charles Manson, il n'était pas sur les lieux du crime quand Charles Manson, vous vous souvenez, a ordonné à la famille, à ce qu'on appelait la famille, d'aller tuer et assassiner la Sharon Tate, etc. Mais enfin, ils l'ont reconnu coupable de complicité puisqu'il leur avait lessivé le cerveau. Ma chère Anaïs, vous ne m'entendrez jamais prendre la justice américaine comme modèle de la justice tout court, ici ou ailleurs. D'accord. Nolo a posé la bonne question. Et je n'ironise pas. Est-ce que le djihadisme nous met à l'épreuve, j'entends beaucoup cette théorie depuis des années maintenant, et qu'ils font tout ça pour nous pousser à abandonner nos principes démocratiques et libéraux. C'est ça que tu dis en fait. Démocratique. Je dis que ça dépend de juridique, nos états de droit, nos traditions juridiques. Je précise juste une chose. Je ne dis pas que ça fait partie d'une démarche comme ça théorisée. Je dis que dans les faits, ça revient à ça. On l'entend beaucoup. On dit même que c'est théorisé. Oui, on l'entend beaucoup. Moi, je pense que c'est faux. Voilà. Moi, je pense que, au contraire, il se rit de nos pudeurs de jeunes filles juridiques. Moi, je suis avec les gens qui sont mes ennemis, je suis comme Saint-Just, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Donc, je me moque du droit. Mais je me moque complètement du droit. Oui. Complètement. Ces gens-là se moquent du droit. Complètement. Ils n'en ont rien à faire, ils ne connaissent que le droit d'Allah. Donc on s'aligne sur eux. On s'aligne sur eux. Quand on fait la guerre, on fait la guerre. C'est tout. Donc moi, je pense que c'est un scandale, ce procès. Et que ce type-là doit rigoler dans sa barbe, qu'il a fournie. Et nous sommes, une fois de plus, ridicules. Une fois de plus, nos principes nous tuent. Une fois de plus. Je pense que ce que tu appelles avec emphase, et ce que beaucoup de gens appellent avec emphase l'état de droit, va être notre cercueil. Il va nous tuer face à des gens qui ne connaissent que la loi divine, qui sont des fondamentalistes et qui nous extermineront. Sans état d'âme. Ils ne demanderont pas de savoir si tu as respecté telle règle de droit. Enfin, s'il faut s'aligner sur tous les principes de nos ennemis, y compris les pires, on est quand même très très mal barré. Ensuite, je te rappelle que cet état de droit a prononcé 2 condamnations à 20 et 14 ans. On ne peut pas appeler ça du laxisme. On peut appeler... Ils vont pas faire le 2/3, tu sais très bien. Ça va se finir en remise de peine à 10 ans. Non, mais moi je lis pas dans la boule de cristal. Je dis simplement que la justice a été rendue sur la base du dossier, ce qui est la base quand même de la justice telle que nous l'entendons. Tu dis qu'il faut s'asseoir sur le droit. Je te dis que c'est irresponsable comme déclaration. Non, tu ne peux pas t'asseoir sur le droit. Tout simplement, ce n'est pas possible dans les faits et ce n'est pas souhaitable. Vous êtes comme un peu Manuel Valls, en fait, qui dit qu'il aurait aimé qu'il y ait au moins un acte de complicité idéologique et que c'était très ténu à prouver, effectivement, mais que tant qu'à faire... Je vais te dire quelque chose, je ne crois pas dans le droit. Non, mais c'est ça le problème. Moi, je suis comme Marx. Le droit est le produit d'un rapport de force sociale à un moment donné, à une époque donnée. Ah ben oui. Donc tout ça, c'est du baratin. Non. Les lois sont là pour être respectées, tu le rappelles chaque semaine. Sont interprétées chaque... Ah oui. Les juges interprètent tout. Lis les attendus du procès, tu verras que c'est extrêmement motivé, qu'ils ont vraiment... Comme d'habitude. Non, mais qu'ils ont vraiment essayé de trouver et qu'ils n'ont pas trouvé l'élément décisif. Moi, je tiens à l'état de droit. S'ils avaient voulu, ils auraient trouvé. Je tiens à une... Non, mais je bien tiens sûr que si. Il y a une justice il y a tout le droit à la française. Je te sais pas où tu veux revenir à la loi du talion, je sais pas quoi. Mais en l'occurrence, oui. Oui, enfin, c'est ridicule. Non, c'est pas ridicule. Alors, il y a d'autres choses qui doivent être respectées, c'est le temps de parole. Et là, vous êtes à peu près, non pas du tout. En fait, vous avez 5-28. Non mais jamais, ça n'arrivera jamais. Donc tu peux la compter chaque semaine. Mais parce qu'il est beaucoup plus synthétique que moi. C'est vrai. Voilà, donc c'est tout. C'est un hommage qu'il faut lui rendre. Merci messieurs. On passe maintenant à notre premier grand débat spécial un an de Trump. Les États-Unis viennent d'enchaîner 100 mois consécutifs de croissance. Et là-bas, c'est le plein emploi. Mais depuis un an,
Pas un jour sans fake news, espions russes, tweets de nuit, coups de mèche et vociférations. Quel est le vrai bilan du président Trump un an après? Avant de recevoir les journalistes Bernard Guetta et Sylvain Sipel, voyez Trump déchiffré. C'est un sujet de Dimitri Kefelec. How am I doing? Am I doing okay? I'm president. Hey, I'm president. Can you believe it, right? Si comme Flaubert l'écrivait, le style est à lui seul une manière absolue de voir les choses, le président Trump en a inventé un style bien à lui. I'm really rich. I'll show you that in a second. Car c'est son style d'abord qui le caractérise, comme l'illustre sa réaction face aux joueurs de football américains mettant genoux à terre pendant l'hymne national pour protester contre les violences policières envers la communauté noire. When somebody disrespects our flag, to say, get that son of a bitch off the field right now, out, he's fired. He's fired! Ce franc-parler, il l'exprime aussi sur Twitter. Depuis son élection, Donald Trump tweete en moyenne 6 fois par jour. L'occasion pour lui d'apparaître comme celui qui fait l'agenda politique et de corriger les informations qu'il considère être des... Fake news, fake news, fake news. It's fake, phony, fake. That's the great thing about Twitter. When the press is dishonest, which is most of the time, and when they say, like, I don't want to build the wall, I can tweet. That was a false story. Boom, boom, boom. Sur le plan intérieur, le locataire de la Maison-Blanche n'a encore fait passer aucune loi majeure. We suffered with Obamacare. It's dead. It's essentially dead. Pas encore. 3 tentatives au Congrès et 3 échecs de l'abrogation du système de protection sociale mis en place par son prédécesseur. Because of my genius, okay? Sa réforme fiscale vantée pendant la campagne n'a été présentée devant le Congrès que jeudi dernier et devrait être débattue durant de longues semaines. And I don't want to be disappointed by Congress. Do you understand me? Do you understand? À l'international aussi, Trump continue de surprendre. They've just launched 59 missiles heading to Iraq. Well, you headed to Syria. Yes, heading toward Syria. Son axe du mal est double. 2 pays sont dans sa ligne de mire. Donald Trump désavoue le rapprochement géostratégique initié par Barack Obama avec l'Iran. The Iranian government masks a corrupt dictatorship behind the false guise of a democracy. Et puis la Corée du Nord. Rocket Man is on a suicide mission for himself. The United States has great strength and patience. But if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea. Si les électeurs républicains sont très majoritairement satisfaits du début de mandat de Donald Trump, sa cote de popularité sur l'ensemble des Américains est estimée à 35%, alors que son prédécesseur au même moment était à 55%. Alors attention, équation. Un style explosif, plus des réformes controversées multipliées par 1091 jours de présidence restants, égale combien de controverses pour le président Trump? Voici Bernard Guetta et Sylvain Sipel. Bonsoir messieurs. Bonsoir, on vous a mis Jodassin pour vous entraîner un peu. Bonsoir Bernard Guetta, vous êtes éditorialiste notamment sur France Inter, fin spécialiste de la chose géopolitique. Et vous publiez un livre remarquable dans l'ivresse de l'histoire chez Flammarion, qui sont en fait vos confessions d'un enfant du siècle dans un siècle un peu traumatisé géopolitiquement. Bonsoir monsieur, vous êtes Sylvain Sipel, vous avez été longtemps correspondant à New York pour le journal Le Monde et vous connaissez bien aussi l'Amérique et ses états d'âme. Alors, messieurs, Trump, c'est un bon président? Qui commence? Je laisse l'honneur à Sylvain. Je vais répondre assez brièvement, non. Voilà, alors, Bernard Guetta. C'est le contraire d'un bon président. C'est une catastrophe sur pattes. Une catastrophe sur pattes aussi bien à l'intérieur que sur la scène internationale. Et pour ma part, c'est ce qui me préoccupe le plus. En un an, en vérité, c'est pas en un an, puisqu'il n'a pris ses fonctions qu'à la fin du mois de janvier dernier. Ouais. Donc en fait, en 9 mois, quelque chose comme ça. Il a, comme le disait très très bien le journal La Croix hier, totalement déboussolé le monde. Le mot est très très bien choisi, parce qu'il est totalement synthétique. Et déboussoler le monde, ça veut dire
entre autres, sérieusement ébranlé l'Alliance Atlantique, c'est-à-dire l'alliance entre les États-Unis et les pays européens, une alliance qui, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, défendait l'ensemble des démocraties. Il a sérieusement ébranlé, parce qu'il n'est pas encore totalement cassé, le compromis nucléaire avec l'Iran, sans rien proposer d'autre. Parce qu'après tout, bon, il refuse ce compromis, très bien. Il a refusé de le valider comme tous les 90 jours, mais il l'a pas dénoncé complètement. C'est ce que je disais, Voilà, sérieusement ébranlé, mais pas encore cassé, mais très très sérieusement ébranlé, sans rien proposer d'autre. Parce que, bon, encore une fois, vous voulez le casser, mais pourquoi? Pourquoi? Et on peut continuer comme ça. L'exemple le plus frappant étant l'abîme entre les déclarations du candidat Trump à propos de la Chine et ce qui se passe aujourd'hui. Le candidat Trump disait... Voilà la guerre commerciale déloyale que nous mène Pékin. On va leur casser la gueule, la sous-évaluation de la monnaie chinoise, le dumping social et environnemental, etc., etc. Et puis, comme il a vraiment trop fricoté avec les Russes pour pouvoir être élu, pour pouvoir ridiculiser son adversaire, Madame Clinton, eh bien, aujourd'hui, il ne peut plus réaliser ce rapprochement avec la Russie qu'il ambitionnait, et il est obligé d'aller à Canossa complètement avec la Chine. Mais je laisse la parole à Sylvain. Je veux juste ajouter un point, c'est que, au fond, il n'est pas président. C'est-à-dire qu'il ne préside pas. Il ne préside pas de manière volontaire. C'est-à-dire que ce qu'il a en tête ne consiste pas à présider le pays et à fixer un cap. Bien sûr, il préférerait, par exemple, abolir ce qu'ils appellent Obamacare, c'est-à-dire la loi de sécurité sociale qui a été votée sous Obama. Il préférerait que ça ait lieu, parce que ce serait un succès. Mais c'est pas, si ça n'est pas élu, tant pis. Ce qui compte, et il n'a que ça en tête, c'est pour ça qu'il tweete quotidiennement, c'est continuer de parvenir à mobiliser son camp. Parce que c'est comme ça qu'il a pu être élu. Il s'est fait élire comme ça. C'était un peu miraculeux, mais il y est parvenu. Il y a eu un alignement d'étoiles, mais il a eu lieu. Mais c'est ça la véritable et en question. réalité, il ne pense qu'à ça. Tout ce qu'il fait est soumis à cet impératif. Et il pense qu'il peut répéter ce succès-là. C'est-à-dire que, jusqu'à présent, il faut reconnaître que son camp ne le lâche pas. Enfin, les dernières élections... Son camp ne le lâche pas. Les dernières élections... Non, hier, il a perdu en Virginie. Ouais, honnêtement, dans le New Jersey, Clinton avait gagné et il était attendu qu'il perde. Il était attendu qu'il perde. On verra ça pour les élections de... Donc, de ce point de vue-là, il ne pense qu'à ça. Non, mais la véritable question, c'est pas est-ce que c'est un bon président, c'est en effet, est-ce que c'est un président? Parce qu'on a l'impression qu'à aucun moment, il a endossé le costume présidentiel. Avant son élection, il bombardait le monde de tweets, il continue. Il continue à donner d'ailleurs son avis sur des décisions de justice qui est quand même très très étrange pour un chef d'État. Et en plus, il continue, comme avant l'élection, à ne s'adresser même pas à son électorat, mais au cœur de son électorat. Mais est-ce que ça peut durer 4 ans? Il n'a pas... Je veux dire, quand il y a une nouvelle administration, en gros, une nouvelle administration, c'est 4000 personnes. Voilà, on change à peu près 4000 postes. Le nombre de postes qui n'ont toujours pas été nommés, il est en Corée du Sud actuellement. Enfin, il y était hier. Il n'y a toujours pas d'ambassadeur nommé par les États-Unis en Corée du Sud. C'est-à-dire qu'il y a potentiellement une crise mondiale sidérante possible. Avec la Corée du Nord, il y a un enjeu nucléaire. Il n'y a toujours personne pour représenter les intérêts américains à Séoul. C'est sur ce logiciel très particulier. Est-ce que ça a duré quelques mois pour l'instant? Est-ce que ça peut durer pendant l'intégralité du mandat? Vous l'avez vu chez Fox? Il passe il y a 3 jours chez Fox. La journaliste qui est très favorable à Trump. La journaliste lui dit, vous avez un problème tout de même, il y a beaucoup de postes, et elle signale le cas de la Corée du Sud, mais beaucoup de postes n'ont pas été pourvus. Ouais. Il répond quoi? Il répond, mais de toute façon, at the end of the day, en fin de compte, c'est moi qui décide. Donc, on les pourvoit pas, quelle importance. De toute façon, c'est moi qui va décider. Alors, moi, je suis en désaccord radical avec vous trois. J'imaginais que vous le seriez. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord, il faut que vous sachiez d'où vous parlez, comme disaient les marxistes. Vous êtes tous les deux et tous les trois des représentants de cette classe médiatique qui est Trump.
une classe médiatique occidentale, française et américaine, je vous ai tous laissé parler, qui le déteste, qui l'a vomi pendant toute la campagne, qui a fait campagne contre lui et contre laquelle il a gagné. Ça, c'est une première chose. Donc évidemment, vous n'allez pas dire il est formidable. Il vous a enfoncé, il vous a détruit. Le peuple américain a finalement voté contre vous et contre vos collègues américains. 4 millions. C'était un combat. Non, mais vous avez compris. La règle du jeu a permis la victoire. Voilà. Mais, maintenant, vous contestez la règle du jeu. Non, je la comprends. Vous contestiez le droit il y a 3 minutes. Ah, mais moi, les juges, l'interprétation par les juges, monsieur Suppey. Non, le peuple a voté Clinton. Le peuple a voté Clinton, mais peu importe. Non. La règle a permis à Trump de gagner. Non, parce que sinon, il n'aurait pas fait sa campagne comme ça s'il n'y avait pas eu la même règle. Prétend aujourd'hui. Mais oui, mais il a raison. Attendez, j'ai pas fini. Deuxièmement, ce qu'on découvre, ce qu'on redécouvre et ce qu'on n'aurait jamais dû oublier, en vérité, vous dites qu'il n'est pas président. Je ne suis pas loin d'être en accord avec vous. Mais non, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il n'est pas président selon nos critères français. Mais aucun président n'est président aux États-Unis. Les institutions américaines sont faites pour que le président n'ait pas de pouvoir. Vous avez vu ce qu'a déclaré Bush hier? Quoi? Et alors? Quel rapport? Lui était président. Non, il n'était rien du tout. Ah bon? Il était comme les autres. Et je vais vous dire pourquoi. En fait, Trump, il est complètement ligoté, c'est Gulliver ligoté, comme les autres présidents d'ailleurs. Ça, par à la fois les juges, on y revient, par le politiquement correct médiatique, par les institutions et par ce qu'ils appellent maintenant l'État profond. On le voit bien avec la Russie. C'est pas les histoires de corne-cul, d'Internet russe et compagnie, j'y crois pas une seconde. Mais en revanche, effectivement, vous avez raison, Guetta, sur un point fondamental. L'État profond, c'est-à-dire CIA, administration, etc., refuse le rapprochement avec la Russie. Et déjà, ils l'ont refusé à Obama, puisque vous connaissez ça très bien. Et ils le refusent à Trump. C'est la même histoire. C'est-à-dire que le président des États-Unis, en vérité, ne préside à rien. Et on le voit avec le mur pour le Mexique. À chaque fois, il ne peut rien décider. C'est ça le vrai problème américain. Oui, voilà, vous inventez une réalité qui... Non, mais je n'invente rien du tout. Mais je n'invente rien du tout. Bon. C'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui. Vous lisez Kissinger, il explique déjà ça. Je sais pas d'aujourd'hui du tout. Mais pas du tout. Tout est faux d'un bout. Vous savez, dans une démocratie, quelle qu'elle soit, américaine ou européenne, le chef de l'exécutif, le président, le Premier ministre dans d'autres pays, pour gouverner, doit avoir l'accord du législatif, du Parlement. C'est-à-dire que si le Parlement ne débloque pas un budget, par exemple, eh bien effectivement, le chef de l'exécutif ne peut pas gouverner. C'est pour ça que la Ve République prévoit ce système-là qui donne à Macron une majorité absolue, qu'il n'y a pas aux États-Unis. C'est pour ça que je parlais d'institutions. Si j'ai tout à fait raison, laissez-moi poursuivre. Donc il n'y a aucune situation particulière aux États-Unis avec M. Trump aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit. Au Congrès, pourtant dominé très largement par son parti, par les Républicains. Il y a de tels désaccords avec lui, que ces grands projets annoncés pendant la campagne n'avancent pas. N'avancent pas, sauf un. Et ça, c'est très très intéressant. Parce que la réforme fiscale, l'un dans l'autre, elle va passer. Elle va passer après d'âpres négociations, etc. Et elle va aboutir, entre autres, à ce que l'impôt sur les sociétés, qui est aujourd'hui de 35% aux États-Unis, soit réduit vraisemblablement à 20%. Ça peut être 18 ou 22%, enfin bon, peu importe. Vraisemblablement autour de 20%. C'est-à-dire que cet homme qui s'était présenté comme le défenseur des chômeurs, des marginalisés, des malheureux, des laissés pour compte de la mondialisation, etc., il n'aura réussi qu'une seule chose. Une baisse d'impôts qui va spectaculairement profiter aux plus riches, particuliers... Société, Guetta, c'est pas pareil. Attendez, non, aux plus riches, particuliers ou entreprises. Particuliers ou entreprises. Les deux. Alors, on peut approuver. Moi, personnellement, je désapprouve totalement. Mais on peut approuver. Mais le bilan de ce président, je pense même au terme de son mandat, ça sera réduction d'impôts pour les plus fortunés. Je me suis bien moqué des laissés pour compte. Et pour le reste, tout part à volo.
Et pour le reste, tout par c'est normal, puisqu'il n'a l'accord de son parti républicain contre lequel, je vous rappelle, il a été élu, parce qu'il a pris de force. C'est normal. Mais oui, c'est normal, parce que c'est la seule mesure qu'accepte sa majorité républicainenne. Oui. C'est tout. Non, mais les autres, ils sont en désaccord avec lui. Zemmour, donc vous apportez de l'eau à mon moulin. Mais pas du tout. Il ne peut rien faire d'autre. Mais monsieur Zemmour, c'est pas ça le débat. Mais si, c'est ça. C'est ça le débat. Mais non, je vous parle du bilan politique de cet homme. C'est donc un président très faible. Mais évidemment, comme tous les présidents américains. Comme tous les présidents américains. Mais c'est pas Alors, vrai, non, ça. Non, mais attendez. Bah si, par rapport aux institutions françaises, par exemple, c'est très net. Zemmour nous explique qu'en effet, les États-Unis, c'est pas la Corée du Nord. Non, qu'il c'est faut, pas la France. qu'il faut C'est pas gouverner avec des contre-pouvoirs. C'est quand même la base de toutes les grandes démocraties. La première chose. Deuxième chose, je n'ai aucune haine pour Trump. Je constate qu'au bout de quelques mois, il est incapable de construire même un mur et il est incapable même de détruire l'Obamacare. Donc rien du tout. Bon, donc moi je souhaite mieux pour les États-Unis. Mais moi je pense autre chose. Non mais je dis simplement que d'un point de vue français, toute cette histoire avec la Russie, c'est pas des histoires de corne-cul. D'abord, c'est une affaire d'État extrêmement grave et ça peut avoir des conséquences pour nous. Parce que ce qu'est en train de faire Trump, à force de fricoter avec la Russie, c'est de remettre en cause des choses fondamentales comme par exemple la protection de l'OTAN envers les anciennes républiques soviétiques, qui étaient quand même sanctuarisées. Il n'était pas question que la Russie puisse remettre la main dessus. Il a un discours maintenant beaucoup plus ambigu. Même durant sa campagne. Même durant sa campagne. Et je dis simplement que la manière dont il gouverne, c'est pas seulement une affaire américaine, ça nous affecte, nous, en ce qui concerne la géopolitique, et que je trouve ça très très inquiétant. Et maintenant, il est évident, ça a été documenté par la CIA, tout ce que tu veux, qu'il y a eu ingérence russe dans la campagne présidentielle. Je voudrais répéter ce que je disais, juste un point, ça me semble vraiment important. C'est-à-dire, si on parle de ces prémices que vous venez de définir, vous deux, on pense qu'il cherche à diriger le pays. Il cherche en partie. Mais son jeu, c'est pile je gagne et face tu perds. C'est-à-dire que ce qui compte pour lui, c'est pas tant de faire passer ses projets que de préserver sa base électorale. Mais avec quelles conséquences ? Tous les présidents font ça. Non, mais ils le font en partie, mais ils ont besoin de gouverner. Mitterrand faisait ça, mais Chirac oui, faisait ils ont ça. tous besoin de le faire. Mais la différence, c'est que lui ne fait que ça. Les autres passaient des compromis, cherchaient à manœuvrer. Lui, non. Ce qu'il cherche essentiellement, de temps à autre, il en fait, mais très peu. Ce qu'il cherche à faire, c'est préserver cette base électorale qui lui a permis effectivement de mettre à genoux le Parti républicain, de lui imposer de le suivre électoralement. Voilà. Et il pense que s'il préserve cet électorat qui, pour l'instant, ne le lâche pas, il peut répéter cette opération. Il peut répéter cette opération. Je ne suis pas certain que ça marchera. Les premiers résultats ne sont pas très favorables, mais on ne peut pas exclure qu'ils parviennent. La réponse est exactement dans un an. Aujourd'hui, dans un an, il y aura les midterms, c'est-à-dire les élections de mi-mandat, et on verra bien. Je pense que s'il les emporte, si le Parti républicain, tel qu'il aura imposé, remporte et garde sa majorité à la Chambre, parce qu'ils ne peuvent pas le perdre au Sénat, mais s'il garde la majorité à la Chambre, à ce moment-là, Trump sortira extraordinairement renforcé. En revanche, s'il perd de la Chambre, je pense que potentiellement, une révolte dans le Parti républicain et la possibilité d'une mise en accusation émergera. Alors justement, juste une seconde, il a Robert Mueller, le procureur spécial aux fesses, si j'ose dire, qui est un homme d'une grande compétence, d'une grande intransigeance, etc. Est-ce que la justice peut avoir raison de Donald Trump? Je pense qu'il a fait une erreur majeure. La première conférence de presse, la première, je parle après son élection, après sa nomination, enfin son entrée à la Maison-Blanche, sa première conférence de presse... Il n'en a fait qu'une d'ailleurs, je crois, non? Non, il en a fait plusieurs depuis. Ah bon? Il en a fait plusieurs, oui. Sa première conférence de presse, il attaque la CIA, il attaque le FBI. Il a raison. Non mais il a raison, il a tout à tort. fait raison. Je parle pas de ça. C'est ça le problème. Il a peut-être raison, il a peut-être tort, on verra. Mais je pense que si ses conseillers, s'ils avaient parlé avec ses conseillers, s'ils avaient réfléchi à la question, je pense qu'il lui aurait dit qu'il faut peut-être attendre un petit peu, il faut voir comment on le fait. Peut-être tactiquement, vous avez raison. Oui. Sur le fond, je pense que ce sont des gens... Il est avec la CIA et le FBI. Ce sont des gens extrêmement déterminés, extrêmement organisés,
Et je pense que s'ils ont la possibilité, ils ne lâcheront pas. Mais comme Nixon. Ils ne le lâcheront pas. Comme Nixon, c'est l'alliance entre l'État profond Nixon est et les tombé parce qu'il médias. avait fait une grave erreur. C'était n'importe quoi, c'était rien Zemmour, d'état. ce que vous appelez l'État profond, c'est la technostructure en France, c'est ça? Mais qui n'a rien à voir avec la technostructure américaine et qui n'a rien à voir avec la puissance de la CIA et du FBI. C'est pas insensé. On dirait que tout ce qui sort sur la place publique vient des cerveaux de la CIA qui inventent des technos. Oui, et des médias. La plupart de ce qui est reproché. Il y a une alliance. Ils veulent depuis le premier jour de sa victoire, il y a le fantasme médiatique de l'impeachment. Il ne faut pas inventer une réalité. La réalité, c'est la réalité. C'est comme ça. On s'en fout qu'il y ait des Russes qui aient hacké. Elle n'est pas dans votre tête, la réalité. Est-ce que ça a changé quelque chose à l'élection? Non, c'est du pipeau. C'est de l'invention médiatique. On verra bien. Mais bien sûr. Non, moi, je voudrais revenir sur un point qui me paraît plus important que ces trucs à la con de Russes et compagnie. Je pense que vous faites comme si Trump était l'inventeur de l'affaiblissement américain. C'est-à-dire, l'affaiblissement américain, il est depuis bien plus longtemps. Il est de ces folies d'intervention en Irak, en Afghanistan, etc. C'est pas Trump qui l'a fait, mais Trump arrive à un moment où le pays est très affaibli. Il est affaibli à l'intérieur, parce qu'en fait, tout remonte. Il va y avoir... En fait, moi, je vois venir une guerre des races. C'était très intéressant pendant l'été, très, très inquiétant. Il y a une guerre des races, il y a une guerre des minorités. C'est pas nouveau non plus, Eric. Non, ça remonte. C'est pas la même chose. Franchement. Parce que quand le pays est affaibli, ça remonte. Et pourquoi vous disiez Trump tient sa base électorale? Moi, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que nous sommes dans une vraie lutte des races. C'est-à-dire qu'il a l'électorat blanc des classes populaires. Et que ces classes populaires blanches se sentent dépossédées de leur pays par la conjonction des minorités intellectuelles et universitaires américaines de l'Est et de l'Ouest, les grands féodaux des GAFA et le dynamisme démographique des minorités. Vous le savez très bien. Donc là, il y a un vrai affrontement et Trump est à la charnière de ça. Oui, ce qu'il essaie de faire, c'est de préserver le ressentiment qui est réel de ces classes paupérisées depuis maintenant une trentaine d'années, et qui sont essentiellement blanches, et qui, au lieu de rechercher le motif de leur propre paupérisation, pensent que tout ça, c'est la faute des Noirs, c'est la faute des immigrés, c'est la faute de... etc. etc. Et pas seulement. Ils sont dépossédés de leur pays, cela étant, il a 4 ans, il a tout de même 4 ans pour essayer, il leur a promis, moi je l'ai entendu à Pittsburgh, il a dit « je vais restaurer la sidérurgie des années 70 ». J'ai été au Michigan, j'ai été en Ohio. Je demandais à ces gens-là, je leur demandais, vous croyez que c'est possible? Ils me disaient, mais évidemment que c'est possible. Il va le faire. Or, il ne va pas le faire, parce que ça n'est pas possible. Mitterrand a fait la même chose en 80. Il peut faire 1 point, 2 points de mieux qu'aujourd'hui, mais il ne fera pas du 100%. La question à poser, c'est qu'adviendra-t-il une fois que les yeux se dessilleront? C'est-à-dire qu'effectivement, il ne peut pas répondre à l'attente de ceux qui le soutiennent. Aujourd'hui, il le préserve. Mais combien de temps il est en mesure de le préserver? Je ne parierai pas sur la longueur. Vous savez, tendanciellement, je suis d'accord sur ce point avec Zemmour, le recul américain ne date pas d'hier et c'est certainement pas de l'élection de Trump. Il date d'au moins la chute du mur et la fin de la guerre froide. Il y a eu un chant du cygne et puis après il y a un affaiblissement. Il date d'au moins... Voilà. L'hyperpuissance, on ne l'a pas inventée. C'est après le chute du mur. Arrêtez de couper tout le monde. Mais je ne coupe pas, vous dites une inexactitude. Je vous reprends gentiment. Ça vous manquait, Bernard Guetta. Vous êtes venu l'année dernière. Terriblement. C'est pour vous que je fais ça. Je reprends donc. Le recul américain date d'au moins la chute du mur et la fin de la guerre froide. Et les problèmes raciaux aux États-Unis ne se jamais arrêté, tout simplement. Il y a eu des progrès considérables dans l'intégration des Noirs au moment du mouvement des droits civiques, les années 60, les frères Kennedy, etc. Mais le problème est toujours sur la table, absolument pas résolu. Alors là, il y a une question qui se pose. Est-ce que un président des États-Unis censé, pas complètement imbécile, devrait accélérer, précipiter ces mouvements, les aggraver ou chercher, au contraire, à les réduire? Que fait M. Trump? Sur le recul international des États-Unis, il le précipite, mais à vitesse grand V. Sur les tensions raciales,
non seulement il les aggrave, mais il jette de l'huile sur le feu. Il jette de l'huile sur le feu. En ce sens, juste une phrase. En ce sens, cet homme non seulement est une catastrophe ambulante, non seulement est un imbécile dramatique, mais il est un danger pour son pays et la stabilité internationale. Ce n'est pas me jeter de l'huile sur le feu que de dire à Charlottesville qu'il y a des extrémistes des deux côtés. C'est pas parce qu'on ne vous fait pas plaisir, Bernard Guetta, et on ne dit pas il y a des gentils d'extrême gauche et des méchants d'extrême droite qu'on jette de l'huile sur le feu. Non mais vous délirez, entre les nazis et les antiracistes, pas du tout. Les antiracistes, c'est match nul à balle au centre. Moi, à un moment, les nazis, je m'en fous complètement, Hitler est mort. Tandis que les antiracistes sont une catastrophe. Ils étaient les trois derniers, ils étaient blindés. Mais j'en ai rien à faire. Comme Trump, c'est que entre eux, ces nazis qui s'affichent comme nazis et les manifestants antiracistes, c'est un partout la balle au centre. Monsieur Sipel, moi ça me suffit. Monsieur Sipel, je vais vous apprendre une grande nouvelle. Non, vous ne prendrez pas une grande nouvelle, Hitler est mort. Mais je sais que vous n'avez pas aperçu. Mais Hitler est mort. Tandis que mais je m'en fous. Justement, le nazisme c'est terminé. Tandis que l'antiracisme est mortel pour les pays. La réalité, c'est celle-là. Ils manifestaient avec des croix gammées à Charlottesville, c'est comme ça. Je ne veux plus rien dire. Mais je sais que ça vous fait plaisir de l'instrumentaliser. C'est les antiracistes et c'est l'extrême gauche qui empêche tout le monde de parler et qui. Mais oui, mais je le sais. Je le sais ici comme aux États-Unis. Messieurs, comme il reste une minute, je voudrais terminer par une autre question. Est-ce que, alors, il fait un pari, Trump, il fait 2 paris. Il dit que le cœur de son électorat peut peut-être sauver à la fois son premier mandat et peut-être lui assurer un deuxième mandat. Absolument. Oui, est-ce qu'il peut être aussi sauvé par l'absence de meneurs démocrates, de figures démocrates? Pour l'instant, on a l'impression que l'opposition... Oui, bien sûr, sauf que la politique quand même a horreur du vide. Et logiquement, dans les mois qui viennent, on devrait voir apparaître 2-3 concurrents. Je ne sais pas. Je dis simplement logiquement parce que la politique a horreur du vide. Personne n'a vu Obama apparaître avant 1 an et demi. Il est apparu, il a émergé. Aujourd'hui, il y a tout un bilan qui est en train de se faire à l'intérieur du Parti démocrate sur l'échec de Clinton. Bon, par exemple, il y a eu une bataille féroce en Californie, il y a 3 mois à peu près, au moment des élections internes au Parti démocrate californien. Et le cœur du parti, le parti traditionnel, a gagné. La gauche a accusé le parti traditionnel d'avoir truqué les chiffres, etc. Ils ont gagné, sur 3000 votants, ils ont gagné au Congrès par 60 voix d'écart, ce qui n'était pas grand-chose, etc. Donc il y a une bataille interne très importante actuellement à l'intérieur du Parti démocrate. Tout le monde attend le résultat des midterms. Franchement, tout le monde attend ça. Je pense que si jamais le Parti démocrate l'emporte, à ce moment-là se posera la question de qui pour nous représenter. Et Zuckerberg? Non, mais il y a plusieurs... Non, je pose une question. Moi, je croirais plutôt à une renaissance, un redémarrage du Parti démocrate sur des bases de gauche traditionnelle, je veux dire de gauche ouvrière, de gauche sociale. On a vu ça en Grande-Bretagne avec Monsieur Corbyn, et on a vu ça pendant les primaires démocrates avec Monsieur Sanders, qui, contrairement à Hillary Clinton, est toujours en course. Oui, mais un peu âgé quand même. Mais en ce moment, la bataille du Parti démocrate, c'est la même discussion que dans tous les pays de gauche de l'Occident. Les électorats sont en ce moment en quête de vieux sages au grand cœur. Oui, c'est vrai, mais vous avez le même problème que dans tous les pays occidentaux. C'est-à-dire que l'électorat populaire est complètement diversifié et que les questions ethniques et religieuses ont complètement fait péter la solidarité de classe. C'est pour ça que les vieux sages au grand cœur peuvent réconcilier tous ces courants. Les électorats sont en quête de vieux sages au grand cœur. Merci pour cette conclusion, Bernard Guetta. Merci, Sylvain Sipel, d'être venu, d'être passé nous voir. Je rappelle le titre de votre livre, Bernard Guetta, dans l'ivresse de l'histoire chez Flammarion. Vous restez avec nous, car voici l'heure d'Alba Ventura, qui, elle aussi, est un peu dans l'ivresse de l'histoire, avec ses carnets. Alba, allez, venez, c'est à vous. Bonsoir, Alba. Bernard Guetta, Sylvain Sipel. Dans un instant, nous recevrons Michel Sapin et puis nous recevrons aussi Philippe Val pour évoquer avec lui les nouvelles menaces contre Charlie Hebdo. À tout de suite. Et voilà comment, en fait, le 14 juillet, avec Trump
en guest star, s'est en fait imposé à Emmanuel Macron. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, comme on est au mois de novembre, eh bien c'est en ce moment qu'est organisé le 14 juillet de l'année prochaine. J'ai pas le bras assez long, dommage, pour savoir qui sera le pays invité le 14 juillet prochain, mais je sais que l'Élysée aimerait que dans le défilé militaire, il puisse y avoir des démonstrations un peu spectaculaires. Alors notamment, pourquoi pas, écoutez bien, des loopings faits par des hélicoptères de l'armée. Il paraît que ça se fait au Bourget au moment du salon de l'aéronautique. Alors voilà, il paraît qu'à l'Élysée, on voudrait avoir des loopings comme ça d'hélicoptères. Moi, ça me fout la trouille, hein, parce que l'hélicoptère qui nous tombe sur la tête... À mon avis, on voudrait avoir beaucoup de contingents européens au prochain 14 vous avez juillet. des infos? Non, Oui, c'est pas des infos, c'est Non, vraiment possible. un avis. Ouais. Alors, on reste dans les commémorations, Albin? Oui, demain, c'est le 9 novembre. Vous avez vu le petit cochon avec le général de Gaulle? Ah non, on avait une tirelire de Gaulle. Eh ben voilà, on y arrive. Je crois qu'on va la... Demain, ça fait 47 ans On va que la le général remettre. de Gaulle nous a quittés. Et alors, présidentiel ou pas, je peux vous dire qu'il va y avoir foule à colomber les deux églises. Il y aura évidemment sur place la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Vous la connaissez? Geneviève Dariussec. C'est la secrétaire d'État. Ben oui, Ou appelez-nous la tête. Il y a des scoops. Ce sera une première pour elle. Ce qui ne sera pas le cas de Nicolas Dupont-Aignan et de Florian Philippot, qui sont de Les vieux habitués. routards du pèlerinage à Colombey. Mais alors, Congrès des Républicains oblige au mois de décembre, le mois prochain, il va y avoir quelques figures de chez les Républicains. Il va y avoir notamment Bernard Accoyer, le secrétaire général des Républicains, mais il va y avoir surtout, Laurent Wauquiez, favori dans la course à la présidence du parti. Il est tout à fait gaulliste, il l'a affirmé sur ce plateau, il a dit... Ah oui, mais il a affirmé, on n'est pas obligé de le prendre pour argent comptant non plus. Tout le monde est gaulliste. Tout le monde est gaulliste. Non mais alors, Laurent Wauquiez, il a lu surtout le rapport de la refondation des Républicains. Vous savez, c'est ce rapport qui a été rédigé après la consultation de tous les militants, de tous les adhérents pour reconstruire le parti. Et alors, je peux vous dire que les références au gaullisme, ils sont assez nombreuses. Il y a 80 pages dans ce rapport. Lorsqu'on demande aux adhérents LR, pour vous, la droite doit-elle être essentiellement... Alors, ils répondent à 49% réformatrice, libérale à 36%, et quand même, à 33%, elle doit être gaulliste. Voilà. Alors maintenant, c'est l'heure de votre bonus. Mon bonus, on le doit cette semaine à Marine Le Pen, qui s'est un peu emmêlée les pinceaux avec ses adhérents, elle aussi. Est-ce que vous vous souvenez, lors de l'émission politique, il y a environ 15 jours sur France 2, elle avait avancé le chiffre fracassant de 100 000 adhérents. Tu parles. Alors ça lui avait valu des moqueries de la part de ses détracteurs et notamment des amis de Florian Philippot. Ils avaient crié à l'arnaque et sur les réseaux sociaux, ils avaient dit bah, même pas 40 000 adhérents. Alors 40 000 ou plus, en tout cas pas 100 000. Et Marine Le Pen a corrigé toute seule dimanche, c'était sur France 3. Les adhérents, ils sont combien au Front National aujourd'hui? Oh, ils sont plusieurs dizaines de milliers, je peux pas vous On dit dire. 40 000, est-ce que c'est un chiffre qui vous Non, paraît non, bon? c'est plus que ça. Mais enfin, le sujet n'est pas vraiment là. Là, non, tout de suite à la seconde, je peux pas vous dire. Bon, allez, 42 000. Non, le pic avait été atteint en vérité en avril-mai. Il y avait 65 000 adhérents au Front National avant l'élection. Depuis, il y a eu beaucoup de défections, des gens qui n'ont pas renouvelé. Il y a même eu des retours de cartes. Environ 1000 cartes retournées après le débat, entre le mois de mai et le mois d'août. C'est beaucoup, 1000 cartes retournées, parce qu'il faut quand même faire la démarche de renvoyer sa carte et ça montrait effectivement la grande... Elle devrait peut-être arrêter la télé pour voir si ça remonte les adhésions. Là, les dernières interventions, c'est pas très heureux quand même, hein, c'est pas très brillant. Alors messieurs, nous arrivons au climax de cette émission, avec ce brillant débat bien sûr. C'est l'heure de la question d'Alba. Est-ce qu'on peut s'enfuir? Tremblez, messieurs. Non, ma question, elle est assez simple. J'en profite parce que j'ai deux experts de Trump ici. Et je m'interrogeais sur les relations de Trump-Macron. Est-ce qu'en fait, c'est l'entente cordiale, c'est la guerre froide? Je vais dire ça vulgairement. C'est faux d'herche entre deux? Entre Ah oui, Macron et complètement. Trump. Complètement. Macron a fait ce qu'on appelle à la bourse acheter à la baisse. Trump était complètement isolé sur la scène internationale et Macron lui tend la main, l'autre est éperdu de reconnaissance. Parce qu'en plus, il lui est sert bien, extraordinairement vaniteux. Mais vraiment, il est incroyablement vaniteux. Alors, le président français l'invite, les Champs-Élysées, la Tour Eiffel, s'incline, lui sourit, etc. Du coup, il l'adore. Il l'adore réellement. Pas politiquement, Oui, bien voilà, sûr. voilà. Humainement, ce type qui m'admire, oh ben, il est forcément formidable, ce type qui m'admire. Ben, ça met un peu d'huile dans les relations entre les deux diplomaties, et c'est pas plus mal. Et c'est pas plus Le mal. couple Trump-Macron. Oui, j'y crois pas plus. Ouais, et n'hésitez pas plus. Enfin, il a invité 3 personnes après son accession au pouvoir, Macron. Il a invité, il a été voir Merkel, mais il a invité Poutine, il a invité Trump et il a invité Netanyahou.
C'était les 3 qu'il a invités. Je crois que dans les 3 cas, c'est de la réelle politique, assez bien vu. Oui, très bon, c'est tout simplement les grands dossiers quoi, à traiter. C'est ce que dit le général Pierre de Villiers en ce qui concerne sa relation avec Emmanuel Macron. Il dit une relation empreinte de franchise, de confiance et de cordialité. Voilà, il dit ça. Voilà. Oui, il m'en faut cul aussi. C'est ça. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci Alba pour vos précieux carnets. On passe maintenant à notre invité politique. Ne bougez pas. Avant de recevoir Michel Sapin, regardez ces images d'une amitié particulière avec, bien sûr, François Hollande. C'est au second rang que s'est assis cet homme du premier cercle, du cercle Hollande-Royal. C'est une amitié de 30 ans. Ils ont été à l'école ensemble. Et c'est dans sa maison du Berry que, le week-end venu, Michel Sapin jouait les facilitateurs. Après avoir tué le cochon lui-même, il avait fait ce piège habituel dans ce type de cérémonie, de m'avoir fait manger à Ségolène, elle aussi, la queue du cochon. C'est quelqu'un qui sait tuer avec délicatesse, sans faire souffrir. J'étais très impressionné par Michel Sapin et je me suis dit, ça c'est un homme à qui on doit confier des fonctions éminentes. C'était mon voisin au service militaire, il rangeait toujours impeccablement ses affaires. Trop bien, tel point que j'avais envie de les déranger. Voici Michel Sapin. Venez, c'est par ici que ça se passe. Asseyez-vous sur des places, bonsoir. On vous a mis la petite comptine d'Enfantine, un éléphant qui se balançait sur une toile d'araignée. Pourquoi un éléphant? Parce que vous êtes quand même un éléphant du PS, et la toile d'araignée, est-ce que ça serait le PS? Les toiles d'araignée sont tellement puissantes. Ça commence pas. Alors, vous avez été troufion avec François Hollande. Élève officier. Oh pardon, ouais. Élève officier. Ne perdez pas la hiérarchie. C'est vrai, c'est vrai. Alors, énarque avec Dominique de Villepin, Jean-Pierre Jouyet et bien d'autres. Vous avez été ministre de Lionel Jospin, puis de François Hollande, encore lui, avec qui vous travaillez tous les jours depuis mai 2017. Autant le dire, nous avons devant nous un magnifique spécimen d'éléphant du PS, je le disais. Et nous allons essayer de savoir avec vous si dans la nouvelle jungle politique, les éléphants ont de l'avenir. Mais c'est auparavant l'heure de la rubrique préférée d'Éric Zemmour, qui est le QCM. Je vous plains. Compatis, là, vraiment. Alors, 3 questions, écrites fiévreusement dans la nuit par Éric. Je savais pas que tu faisais ça. DSK, qui veut que le PS disparaisse. De quoi se mêle-t-il? Ou alors, il est resté lucide? Ou alors, le PS a déjà disparu? Ou alors, le PS n'est pas mort, et d'ailleurs il est déjà revenu en 2012, après l'affaire DSK. 4e. Ah. Vous êtes sincère, là? Oui, même si c'est plus grave. Ah, d'accord. C'est mieux. Mais 4e, c'est-à-dire que je pense que le Parti Socialiste est en grande difficulté, il l'a déjà été. 93. Oui, 93. 93. Mais il y avait Mitterrand à l'Élysée, jamais comme ça. Il y avait Mitterrand à l'Élysée, et Mitterrand nous avait dit dans un très très beau discours, j'étais déjà ministre à l'époque de Mitterrand, de là où je serai, je vous regarderai, et vous reviendrez plus vite que vous ne pensez. Et c'est 4 ans après, nous étions revenus. Enfin, alors que Chirac qui est pour beaucoup, soyez honnête. Oui, non, peut-être les uns et les autres sont beaucoup. Mais moi je me souviens qu'en 93, mes propres amis changeaient de trottoir pour ne pas parler. Et ceux qui ne m'aimaient pas, venez se voir. Ah, non, c'était d'une violence. Oui, je me souviens très bien. Et je ne ressens pas la même chose aujourd'hui. Une page est tournée pour les gens, ils ont fait un autre choix, mais ils n'ont pas fait ça avec une agressivité qui voudrait dire je veux vous voir définitivement disparaître. Après, je le répète. Vous ne croyez pas que c'est parce que la question est réglée justement. Oui, vous êtes disparu. C'est pas très bon signe ce que vous dites. C'est la résignation. C'est même pas avec ironie ce que je vous dis. Non, c'est franchement. Vous auriez droit. Vous avez le talent de l'ironie. Non, mais je vais vous prendre juste un petit exemple parce que le débat a eu lieu très récemment sur la question fiscale. Moi, je me suis aperçu que dès qu'on parle d'un sujet qui est très sensible à gauche, qui est celui des inégalités, de l'utilisation de la fiscalité pour lutter contre ces inégalités, qui est quand même le cœur de toute la gauche, les gens vous écoutent. Donc, il y a aujourd'hui une capacité à nous écouter. Nos électeurs, dont
3/4 sont partis chez Macron, 1/4 sont partis chez Mélenchon. Bon, il en est quand même resté un tout petit peu pour Hamon. Vraiment un tout petit peu. Un tout petit peu. Ils n'ont pas disparu. Ils n'ont pas disparu. Je vais le dire autrement. Le socialisme ne s'est pas dissous dans le macronisme. Ou il ne s'est pas dissous, pour certains, dans le mélenchonisme. C'est très étonnant ce que vous dites. Ah oui, parce que moi je pense exactement le contraire. Ah oui, exactement. Je comprends. Ah bon, t'es d'accord avec moi? Je comprends que vous soyez étonné, je ne le fais pas pour vous étonner, mais c'est pour vous dire que si c'est plus grave qu'auparavant, il reste à des conditions difficiles à remplir. Il reste aujourd'hui une capacité de reconquête, de reconstruction, de construction. Et cet espace politique qui est fondamental dans la vie politique française, qu'on l'appellera comme on voudra, le socialisme, la social-démocratie, le socialisme de la réalité, le parti du mouvement, enfin on prendra en fonction de l'histoire. C'est macroniste tout ça. Ah oui, tout ça c'est le macronisme. Quand je regarde... Il est d'accord avec moi et c'est inquiétant. C'est inquiétant. Là, vous êtes tellement dans une autre dimension que les gens de bon sens vont tomber d'accord les uns avec les autres. Parce que quand je regarde la politique menée aujourd'hui du point de vue budgétaire et fiscal, et que j'entends certains à droite me dire, dire aux Français, mais de droite, pourquoi vous le combattez alors qu'il fait, lui, enfin, la politique que nous voulions. Voilà. Ben, je me dis que ça ne s'est pas dissous dans le macronisme. Ah bah alors on va en parler. Il ne s'est pas dissous dans le macronisme. Parce que c'est une question fondamentale qu'il a posée. Je voudrais discuter de ça avec Non mais je comprends que vous vous accrochiez quand même au totem du PS. Non mais c'est important. Et vous repartez là-dessus. Mais on ne peut pas imaginer qu'on refasse le coup de 93, que dans 4 ans le PS soit en situation de revenir aux affaires. Là, déjà Macron ne dissoudra pas l'Assemblée. C'est pas réaliste. Vous serez d'accord avec moi pour dire que ce n'est pas ce que je vous ai dit. Oui, mais vous dites qu'on a déjà vu des rétablissements. Là j'ai l'impression que c'est plus grave. Je peux revenir même plus loin. Je pourrais revenir au gaullisme, qui avait, d'un certain point de vue, fait disparaître une bonne partie du socialisme. Je pourrais revenir à d'autres moments de l'histoire. Mais M. Sapin, c'est une très bonne référence. Parce qu'il est mort, la SFIO est morte. Et Mitterrand a fait le PS d'Épinay avec le nom de la gauche. Ça n'avait rien à voir avec la SFIO. Même si le PSA, devenu PSU, existait, mais le socialisme en tant que tel, en tant que valeur, oui, il existe toujours, c'est Macron. En tant qu'espace politique, non. Et Mélenchon pour le pseudo-communisme. Aujourd'hui, me semble-t-il, pour un certain nombre de sujets, on y reviendra, dans le domaine économique et fiscal, non, le socialisme n'a pas disparu. Ça, je voudrais vraiment discuter avec vous. Vous trouvez qu'il ferait mieux de la boucler, DSK? Pardon, le pauvre DSK. Ce qui est terrible chez Dominique, c'est qu'il est profondément intelligent et il est resté aussi intelligent. Et donc, il a des choses à dire qui sont des choses intelligentes. Mais en même temps, il a tellement disparu de son propre chef, une partie de sa responsabilité, du terrain politique, c'est toujours embêtant de voir quelqu'un... Et puis le médium et le message, quoi, c'est ça le problème. Voilà, donc il devrait la fermer, si on peut parler directement. Si on peut être un peu plus direct. Je ne dis à personne, ferme-la. De même que je n'accepterai pas qu'on me dise, ferme-la. Et parfois, j'entends des gens dire... C'est pas le genre de cette émission. Pas vous. Monsieur Macron, notamment, non ? Ça peut lui arriver, oui. Voilà. Alors, deuxième question. François Hollande, le retour en 2022, une option envisageable ? Une option inenvisageable. Un espoir pour la gauche ou une aubaine pour Emmanuel Macron? Inenvisageable. Même si en politique, il ne faut jamais dire jamais. Et quand je dis inenvisageable, Nicolas Sarkozy je dis avait dit ça aussi. Hein. Oui, mais on est victime du syndrome Sarkozy. D'ailleurs, pas seulement dans ce domaine-là. C'est très juste. Puisque Nicolas Macron Sarkozy lui aussi est victime du syndrome Sarkozy. Mais puisque Nicolas Sarkozy avait dit « jamais je ne reviendrai », puisqu'il est redevenu chef de son parti, puisqu'il a voulu être le candidat de la droite, donc forcément François Hollande va vouloir revenir, bien qu'il dise le contraire, va vouloir être chef du PS. On dit même que c'est lui qui aujourd'hui organiserait, il n'en est absolument rien, et va vouloir être le nouveau candidat. Il faut dire que Giscard aussi a voulu revenir, ça fait beaucoup. Oui, mais lui, il est passé par l'Auvergne. Oui, mais il a repris l'UDF, je m'en souviens très bien. C'est vrai, mais il est passé par l'Auvergne, il est passé par... Mais est-ce que vous souhaitez ce retour? C'est ça aussi la question. Non, la réponse est non, je ne pense pas que ce soit... Ce n'est pas son rôle politique. Je pense que Alors, quel est son rôle politique, là? Oui, je pense que François Hollande a encore un rôle politique, mais pas un rôle en termes de reconquête d'un pouvoir, de quelque nature qu'il soit, que ce soit un pouvoir partisan ou que ce soit un pouvoir au sein de la République. Ça n'est pas, me semble-t-il... Qu'est-ce qui reste? Il vous a embauché pour sa fondation, d'ailleurs. Embauché, j'aime pas trop le terme parce que. Mais il a droit à 7 collaborateurs. Et la fondation, ça n'est pas exact. Donc parce que non, dans son cabinet, un mot pour que les choses soient claires. Il y a une fondation, elle fonctionne de manière totalement apolitique, avec un conseil d'administration totalement neutre et qui fait des choix neutres pour soutenir tel ou tel projet. Et puis il a par ailleurs, parce qu'il l'a voulu,
organiser, clarifier les moyens dont dispose un ancien président de la République. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Certains avaient un peu abusé, si je puis dire, de cette situation incertaine. C'est bien 7 incertaine. collaborateurs. Et donc, Sarkozy. Donc il y a 7 collaborateurs, dont 4 dits dans le jargon administratif de catégorie A. Je fais partie de ces 4. Vous n'avez pas répondu à ma question. Si ce n'est pas le pouvoir partisan, si ce n'est pas le pouvoir politique, qu'est-ce qui reste? Quand on s'est battu toute sa vie, je crois avec beaucoup de sincérité, personne ne peut faire... on peut critiquer tel ou tel aspect de sa politique, en trouvant trop à gauche ou pas assez à gauche. Ça peut arriver. Quand on a combattu, moi, votre petite entrée en matière montrait que je le connais depuis longtemps. Mais nous avions des débats politiques à gauche très forts. On croit toujours que parce que nous nous connaissons depuis 40 ans, on a toujours été d'accord. C'était un mitterrandiste forcené et j'étais un rocardien primaire. Donc je peux vous dire qu'au service militaire, les débats étaient assez puissants entre nous. Bien, mais il est à gauche, profondément, toujours à gauche. Il est resté à gauche. Après, on peut critiquer telle ou telle position, mais il est resté à gauche. C'est un homme qui croit en la gauche. Je dis gauche. Et alors, influence intellectuelle, alors? Oui. Un politico-intellectuel, idéologique. Il ne s'interdit pas de parler. D'écrire, non, ça ne s'interdit pas de parler, on l'a vu. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu... Non, mais moi, je comprends l'influence. Je comprends très bien qu'il veuille garder une influence politique, idéologique, intellectuelle. Je comprends très bien. En revanche, est-ce que vous ne trouvez pas dérisoire son comportement vis-à-vis de Macron? Je pense que ce qui est dérisoire, pardon de le dire ainsi, c'est le jugement que l'on porte sur sa parole. Pourquoi je vais vous le dire? Pourquoi je vais vous le dire? Parce que trop souvent, c'est souvent comme ça. Au lieu de s'intéresser à ce qu'il dit, en étant d'accord ou pas d'accord, d'accord ou pas d'accord, on se dit, mais pourquoi parle-t-il? Non pas de quoi parle-t-il, mais pourquoi parle-t-il? S'il s'exprime, c'est donc que il veut faire ceci ou il veut faire... Et s'il s'exprimait uniquement parce qu'il a quelque chose à ce moment-là à dire. Après, ça peut être... Vous êtes depuis trop longtemps en politique pour sortir ce genre de naïveté. Non, ça fait rien. Vous n'êtes pas suffisamment depuis longtemps en politique pour comprendre qu'on peut parfois être sincère. Oui, mais pas que. Il y a toujours des arrière-pensées. Il s'exprime depuis l'étranger, c'est même pas anodin. Ce qu'il dit à un moment... C'est un argument depuis l'étranger, pardon de le dire. Non, moi c'est un argument qui a été utilisé par les uns et par les autres. Oui, moi j'y tiens beaucoup. Oui, et ensuite, moi je le crois totalement. Et ensuite, il se trouve qu'il s'est exprimé après avoir reçu lui-même quelques piques de la part de Macron. Donc, le côté... Donc vous reconstruisez le truc et vous dites, puisqu'il a été piqué par Macron, donc il veut piquer Macron. Ça n'exclut pas la sincérité, mais je pense qu'il y a autre chose. Donc, je retiens, ça n'exclut pas la sincérité. Retenons la sincérité et la pensée, plus tard l'arrière-pensée. Vous êtes bien un rocardien. Je suis resté. Vous savez, beaucoup bougé. En vous entendant... Après, tu vas nous dire c'est fini. Non, je ne vais pas vous dire c'est fini. Les 6 mois d'Emmanuel Macron, rapidement, bilan satisfaisant, peut mieux faire, en net progrès ou devrait davantage travailler en groupe? Ça, c'est certain. Si on devrait davantage travailler en groupe, c'est certain. Et je pense que c'est une des faiblesses, mais c'est parfois la faiblesse de la Ve République, que l'isolement. C'est ce que j'allais dire. Mais Hollande n'a pas assez compris, justement, à l'envers. Peut-être, mais lui, on voit bien que ce n'est pas le même type d'isolement que celui que connaît Macron. Moi, je voudrais, pardon, ça ne répond pas à une de vos 4, je trouve que c'est très contrasté. Pour dire les choses, j'ai apprécié plutôt la manière, vous parliez d'ailleurs de Trump, j'ai plutôt apprécié la manière dont il a pris en main, où il a pris l'habit de président de la République en termes internationaux. Le contraire d'Hollande. Je ne dirais pas le contraire d'Hollande, évidemment. Encore que quand François Hollande a été élu en 2012, il a aussi pris en main cela, il a été respecté par les uns et par les autres. Moi, je dirais que ce n'est pas si simple pour beaucoup de responsables mondiaux. C'est un petit jeune de 39 ans qui vient d'arriver, etc. C'est pas si simple. Donc, et sur la question européenne, qui peut faire débat, évidemment, en particulier à gauche et sans fin, j'adhère à... Pas forcément à toutes ces propositions, mais j'adhère à cette conviction sur laquelle la France... vous êtes rocardien. Je suis rocardien. Lui aussi, vous êtes le fils de Rocard, lui c'est le petit-fils de Rocard. C'est pour ça que je vous dis, c'est le PS. Parfois, entre les générations, il y a quelques déperditions, donc il faut faire attention. Mais, donc, contrasté, parce que cet aspect international, je crois, c'est plutôt bien fait. Et, on en disait un mot, du point de vue par exemple, pour être simple, je ne comprends pas, enfin plus exactement, je ne partage absolument pas cette conception d'une société où le premier de cordée est le plus riche. Alors ça, vraiment, pour moi, c'est totalement aux antipodes de ma pensée politique et des valeurs de la politique. Alors, moi, je vais vous dire, sur votre dernière réflexion, je suis tout à fait d'accord avec vous.
Non, mais c'est vrai. C'est comme dirait Régis Debray, le type même de la société protestante. C'est pas du tout la société française où on peut être un premier de cordée parce qu'on est un grand écrivain, un grand intellectuel. Victor Hugo n'était pas le plus riche et c'était le symbole de la France de la fin du 19e siècle. Donc là-dessus, je suis d'accord avec vous. En revanche, sur le fond, parce que je lis ce que vous écrivez, c'était très intéressant. Vous faites une critique globale de la politique fiscale du gouvernement. En gros, vous me dites, vous m'arrêtez si je me trompe. Si vous caricaturez, oui. Voilà, il y a 3 grandes mesures. Il y a la suppression partielle de l'ISF pour les dividendes et pas pour l'immobilier. Il y a la réduction, la fameuse flat tax de 30%. C'est, de mon point de vue et du point de vue de principe, le plus grave. Bon, ok. Et il y a troisièmement la baisse qui va être programmée de l'IS et qui pour descendre jusqu'à 25%. Pour moi, c'est autre chose. Ah bon, c'est autre chose. Moi, je l'avais mis dans une espèce de trilogie. Oui, pourquoi je vais vous dire autre chose, c'est qu'en plus, c'est moi qui l'ai fait voter. Mais c'est la première chose que j'allais vous dire, vous m'imaginez bien. Ça prouve que vous avez une bonne mémoire. Et non seulement, je le dis... Déjà, j'allais vous mettre en contradiction avec vous-même. Pour vous éviter de me mettre en contradiction, mais parce que j'y crois. Je pense que ça a été une bonne mesure. Mais je ne confonds pas la fiscalité des entreprises et des individus avec la fiscalité des propriétaires d'entreprises. D'accord, j'ai compris. Et trop souvent, moi je me souviens de dîner, je dînais avec des chefs d'entreprise qui me disaient voilà ce qui ne va pas, il y a trop de charges, l'impôt sur les sociétés est trop élevé, en Allemagne il est plus faible, on a des problèmes de compétitivité. Tout ça, je ne veux pas dire que j'accepte tout, mais je comprends parfaitement le débat. Mais très rapidement, les mêmes, après 2 verres de vin, vous disiez, et l'ISF, quand même, ça ne va pas. Et je disais, mais en quoi l'ISF, c'est une question de gouvernance d'entreprise, comme on dit aujourd'hui. Mais c'est nous. Je dis, ça, c'est la fiscalité des chefs d'entreprise, ce n'est pas la fiscalité du point de vue économique, du bon fonctionnement de l'entreprise. Donc, sur l'IS, nous avions voté, je le répète. Mais c'est pour ça, c'est ce que j'allais vous dire en premier. C'est très bien. Il prolonge jusqu'à 25 parce que les Allemands sont pas loin. Et on sera dans la moyenne européenne. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas une mauvaise chose. Par contre, les autres, c'est la fiscalité des chefs d'entreprise. Mais alors, c'est là où vous êtes, comment vous dire, je dirais pas hypocrite, mais jésuitique. Vous dites, ce politique est inégalitaire. Mais c'est pas, je ne veux pas faire l'avocat de Macron, hein, mais ça sera un nouveau rôle pour moi. Voilà, c'est bon, en l'occurrence, ça va arriver. Mais en l'occurrence, ce n'est pas la politique de Macron qui est inégalitaire. C'est le contexte qui est inégalitaire. C'est-à-dire la mondialisation, le libre-échange et la conception de l'Europe du libre marché. C'est vous, Michel Sapin. Vous avez rappelé tout à l'heure que vous étiez ministre sous Mitterrand. Vous étiez rocardien, donc vous étiez delorien. C'était très proche tout ça. C'est Delors qui a fait le grand marché. C'est Delors qui a imposé toutes les libertés, en particulier la liberté des capitaux. Mais il a bien fait, oui. Bon, alors donc s'il a bien fait, il faut s'aligner sur le plus bas, parce que vous ne pouvez pas, je finis mon raisonnement, que vous connaissez, mais peut-être pas tous les téléspectateurs, cet argent, comme il se balade comme il veut, eh ben, si vous l'imposez plus, il va aller ailleurs. C'est ce qui nous arrive depuis 20 ans. Et donc, les entreprises n'ont pas d'investisseurs, ils sont obligés de donner des dividendes énormes, mais ça, vous connaissez tout ça par cœur, vous connaissez tout ce raisonnement, et donc finalement, qui en pâtit, c'est les entreprises. Et je finis une phrase, moi, il y a une chose qui m'importe, c'est que nos entreprises sont devenues des proies. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez accru l'imposition fiscale, le fameux égalité ça fait plus d'une phrase, Zemmour, ça. J'ai fini entre le revenu du capital et le revenu du travail. Et vous êtes tellement rendu compte que c'était une connerie que vous avez fait le CICE pour rendre l'argent que vous aviez pris d'un côté. Oui, alors... vous va, ça non, mais c'est pas qu'une seule phrase, mais c'est un raisonnement bien construit, qui a sa force et qui a ses partisans depuis longtemps. Absolument. Mais la question est de savoir, est-ce que c'est vrai aujourd'hui? Est-ce que ça reste d'actualité? Dans cette compétition par la fiscalité, on va dire comme ça, ou par les charges. Tout à fait. Il y a 2 solutions. Le dumping fiscal, quoi. La première, le dumping fiscal. Vous dites dumping fiscal. Quand on dit dumping... Mais moi, je m'adapte. Moi, j'aurais pas fait le grand marché. Alors, quand vous dites dumping, c'est que vous trouvez que c'est pas forcément une bonne chose. Dumping, c'est pas un mot positif. Mais... Donc, ou bien, à la fin, vous dites qu'il y a 0 impôt. Il faut 0 impôt sur tout. Il faut 0 impôt sur les entreprises, mais il faut 0 impôt sur les personnes, parce que sinon... Donc, c'est 0 impôt. Je sais bien. Vous savez bien que ça n'est pas possible. Non. Ça n'est pas souhaitable. Mais les autres, il faut pas qu'il y a des biens publics, qu'il y a des questions de sécurité auxquelles il faut pouvoir apporter une réponse. Donc, à partir d'un certain moment, la question de la cohérence entre les fiscalités, surtout sur un ensemble économique comme l'Europe, est une bonne question.
Il faut le faire en particulier dans le domaine économique. Moi, je suis pour l'harmonisation des fiscalités. C'est la sauvegarde de l'Europe qui est en jeu sur c'est aussi la sauvegarde. Mais je vais sur dire juste un petit mot, je ne serai pas beaucoup plus long que vous, sur le cœur du sujet. Donc l'harmonisation fiscale. Mais l'harmonisation fiscale, ça n'est ni l'harmonisation sur le plus élevé des impôts, mais pas l'harmonisation sur le plus faible des impôts. L'harmonisation fiscale, c'est que l'Irlande va voir monter, ou doit voir monter. Mais c'est l'harmonisation fiscale. Juste, est-ce que je peux terminer sur un terme? Moi, j'ai participé à beaucoup de réunions du Fonds monétaire international, il y a 20 ans, comme ces dernières années. Il y a 20 ans, le grand discours, c'était la libéralisation, l'ouverture des marchés, ça sera bon pour le tiers-monde, c'est ça qui va apporter le développement, etc. Aujourd'hui, le discours du FMI, c'est le danger, c'est les inégalités. Je sais bien. Le danger dans le monde, ce sont les inégalités. Les populismes de toute nature, quelle que soit leur nature, nationaliste ou autre, est nourri par la montée des inégalités. Accordez-moi qu'on est loin des autres. Eh bien, moi, je considère qu'aujourd'hui, des politiques qui vont accentuer les inégalités ne sont pas des politiques adaptées à la situation du monde ou à la situation de l'Europe. Je le dis avec grande conviction. C'est pas simplement parce qu'il faut de l'argent dans les budgets, mais parce que c'est un élément fondamental. On appelle ça de la cohésion nationale, de la cohésion européenne, sinon les gens n'y comprennent plus rien. C'est le dernier pays européen à avoir l'ISF, par exemple. Zemmour, s'il y avait un impôt sur la parlotte, tu serais ruiné. Vraiment. Parce que c'est même à 10%. Mais je suis comme dirait quelqu'un, un impôt sur le talent. Sur la profusion. Il ne faut pas confondre ça. Mais il y a deux choses qui ne vont pas dans vos raisonnements. Non, parce que quand on vous demande votre avis sur l'action de Macron, à mon sens, il y a au moins deux choses qui ne vont pas. D'abord parce que son action et son bilan, pour l'instant, sont grévés parce que vous avez laissé en héritage. Tout le monde vous reproche l'insincérité du budget, et puis il y a la pétaudière de la taxe sur les dividendes qu'il faut remplacer par une autre taxe au prix d'un mécano incroyable. Ça, c'est le premier reproche. Le deuxième reproche, c'est que tout ce que fait Macron aujourd'hui, à peu près, a été théorisé il y a très longtemps par François Hollande dans un livre sous pseudonyme. Alors c'est sous pseudonyme, il n'a pas endossé complètement, mais il annonce ça. C'est ça qu'il souhaite. C'est ça qu'il souhaite, et c'est ça qui est mis en application, et c'est sans doute ça. C'est inéluctable avec l'Europe. Qu'il n'a pas osé appliqué pendant son quinquennat, parce que évidemment ça ne fait pas assez de gauche. Mais voilà, donc il y a au moins deux contradictions dans votre discours. De mon point de vue, sur ce que vous dites. D'abord, quand vous dites le bilan, on connaît la querelle du bilan, ça nous est arrivé certainement de faire des querelles du bilan. Le bilan principal aujourd'hui, c'est de octobre 2016 à octobre 2017, 2,2% de croissance. C'est le bilan principal. On le dit peu, puis alors moi je dis ça, on va dire il défend son boulot, etc. C'est la réalité. Demandez à un chef d'entreprise aujourd'hui, ou un syndicaliste, est-ce que quelque chose a changé? Est-ce que ça va plus vite? Est-ce qu'il y a plus de croissance? Est-ce qu'il y a plus de marché depuis l'élection de Macron? Il vous dira non, ça s'est maintenu. C'est déjà bien, ça s'est maintenu. Donc le vrai bilan, on peut pinailler sur... Le budget, c'est du pinaillage. Non, mais, la taxe sur les dividendes, c'est du pinaillage. Non, je revenais en quelques secondes sur la taxe sur les dividendes. Mais sur le budget, et en particulier la question de l'insincérité, mais ça a été complètement effacé par le fait qu'à 1,8% de croissance au lieu d'1,5%, peut-être qu'il y aura plus qu'1,8, peut-être 1,9, vous avez 3 à 4 milliards de recettes supplémentaires. Donc s'il y avait une forme d'insincérité, si je puis dire, c'est sur les recettes, parce qu'on les avait sous-estimées. Donc tout ça, c'est balayé. Ils ont eu tort. Vous êtes puni là où vous avez péché. Vous n'auriez pas voté la fin du septennat, et bien Hollande en aurait profité. Oui, je ne sais pas. Mais bon, et puis sur la taxe sur les dividendes, c'est un débat juridique et technique, je comprends. Non, vous aviez une question sur le Paradise Paper. Mais au départ, c'est quoi? C'est faire payer les entreprises qui font le plus de bénéfices. Et lorsque nous l'avons fait, cet effet, c'est qu'ils font le plus de bénéfices, quel que soit leur mécanisme fiscal, qu'elles soient purement françaises ou qu'elles aient des filiales à l'étranger. Et c'est ce point-là qui a été et en quelques mots, Hollande en a rêvé, Macron l'a fait, c'est pas votre thèse non plus. Non, je ne crois pas. Regardez tout ce qu'a dit François Hollande. Parfois on lui a reproché, parfois on lui a d'ailleurs fait le reproche de trop s'intéresser à l'impôt. Mais il a toujours eu sur l'impôt comme outil de lutte contre les inégalités un discours extrêmement fort. Vous vous êtes rendu compte que vous étiez planté, vous avez été obligé de redonner l'argent avec le CICE. C'est marrant que vous oubliez pardon de le répéter, vous confondez fiscalité économique, la fiscalité des entreprises, où je pense qu'il faut s'adapter sans aller être tout le temps à la baisse. Il faut être dans la moyenne. Il faut être compétitif par rapport aux Allemands. Les Allemands, ils ne sont pas dans une course à la baisse d'impôts. Il faut être compétitif par rapport aux Allemands. Et la fiscalité sur les personnes. L'outil fiscal sur les personnes, depuis sa création en France,
caillot, en particulier avec l'impôt sur le revenu, qui est progressif et pas proportionnel. C'est un outil de redistribution. On prend plus. Là, c'est pas Non, c'est pas quelques mots sur le Paradise Papers. Et un autre point. Bien sûr, il est progressif. Oui, c'est bien qu'il est. Et un autre point qui rejoint le bilan, on avait commencé le quinquennat par la finance c'est mon ennemi, et quelques mois après, ben voilà, les Paradise Papers, donc rien n'a changé, parce que les Paradise Papers, c'est pas seulement des destinations exotiques, c'est un système de dumping fiscal organisé dans l'Europe même, dans l'Europe communautaire même. Moi j'ai travaillé là-dessus vraiment pendant les 5 années, et tout particulièrement les 3 dernières années, parce que j'étais ministre des Finances, mais parce que c'est pendant ces 3 années que ça a été le plus vite. Je comprends l'impatience. Ouais. Quand les gens lisent le Paradise Papers ou les c'est des sommes colossales. Hein. C'est des sommes colossales. Ils disent mais pourquoi ça va pas plus vite, pourquoi? Mais il faudrait vraiment objectivement regarder le chemin qui a été parcouru depuis 2012, pas 2012 parce que c'était François Hollande, mais 2012 parce que c'est le moment où le G20 a pris conscience que la course à la baisse, ce qu'on a appelé l'érosion des bases fiscales, avec un jargon BEPS, était absolument vital. Enfin, lutter contre c'était vital en termes de cohésion, mais même en termes de capacité d'action pour les. Et on a énormément. Le Paradise Papers, si je puis dire, c'est un gros progrès par rapport au Panama Papers, qui lui-même était un gros progrès par rapport à d'autres leaks ou autres. Pourquoi? Parce qu'il ne parle plus de la fraude fiscale. On a combattu la fraude fiscale en France. C'est légal. C'est ce que j'allais vous dire. C'est parce que les impôts sont trop élevés. Non, c'est parce que parce qu'il y a trop. Les impôts sont trop hauts, monsieur Sapin. On revient à la discussion de tout à l'heure. Juste en prendre un exemple, d'ailleurs, dont on voit encore, je peux comprendre à propos d'un grand réalisateur de cinéma, encore quelques scories. Les comptes à l'étranger dissimulés au fisc français. Jean-Jacques Hano. Vous qui l'avez cité. Les comptes à l'étranger. Il est cité partout. Oui, non, mais c'est parce que comme je ne sais pas quelle est la situation, j'essaye d'éviter de citer des gens dont les faits ne sont pas aujourd'hui objectivement établi. On voit bien qu'il y a quelques probabilités. Bon, il y avait des comptes en Suisse, des quantités. Est-ce que vous savez combien la lutte contre cette fraude-là, c'est-à-dire la dissimulation de particuliers, a rapporté en l'espace de 4 ans? Les chiffres viennent d'être donnés par la Cour des comptes, qui parfois peut être taquine, elle a été en particulier sur les questions dites de sincérité, elle a eu tort, mais qui là fait un compliment. C'est tellement rare que vraiment je l'accueille comme ça. Et la lutte, elle a été efficace. 8 milliards, 2 milliards de rentrées fiscales supplémentaires. Et surtout, ils sont déclarés. Il y a, combien, vous savez quelle est la base? Il y a 32 milliards qui ont été déclarés. Ils restent en Suisse. C'est pas le problème, qu'ils soient en Suisse ou qu'ils soient ailleurs. Ce qui ne doit pas être le cas, c'est qu'ils soient cachés au fisc français. Et donc, la fraude fiscale, on a vraiment lutté avec efficacité. Et ensuite, on passe à ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, agressive, celle qui n'est pas normale. Voilà. Pas parce qu'ils sont trop élevés, mais parce qu'il y a trop de différences entre les uns et les autres. C'est la même chose. Non, mais ça, on va conclure là-dessus. On ne s'aligne pas sur l'Irlande ou sur l'île de Man. Moi, je ne veux pas qu'on s'aligne sur l'Irlande. Mais par exemple, on est le seul pays à avoir gardé l'ISF. Même la Suède social-démocrate a supprimé l'ISF. Mais pourquoi ça n'a rien à voir? Parce que quand on bassine avec l'exemple suédois, ça a à voir. Non. Et puis là, maintenant, c'est la distorsion entre la France et l'île de Man ou avec les Pays-Bas, c'est-à-dire des distorsions à l'intérieur de l'Union européenne. Voilà. Et par rapport à d'autres pays ou entités à l'extérieur de l'Union européenne. Sur ces points-là... C'est la conclusion, monsieur Sapin, si vous voulez bien. J'avais le plus vite aussi. Sur ces points-là, le chemin parcouru est réel, mais il n'est pas perceptible. C'est ça qui était horripilant pour l'opinion, pour les commentateurs, parfois même pour ceux qui ont été à la manœuvre pour que ça avance. Nous avions décidé l'année dernière, en juillet 2016, que pour juillet 2017, il devait y avoir la liste des paradis fiscaux au niveau G20 comme au niveau européen, et il devait y avoir les sanctions que tous s'engageaient à appliquer. Si vous avez une liste et des sanctions, je vous assure que les paradis fiscaux, ils ne durent pas très très longtemps. Eh bien, c'est ça qui me manque aujourd'hui. Il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Il faut le faire avec détermination. Et moi, je veux bien qu'on dise rien n'a changé, etc. Mais comme disait l'autre, si vous désespérez, en l'occurrence, je ne sais pas si c'est Billancourt, mais si vous désespérez le contribuable en disant jamais rien ne change, je ne suis pas sûr qu'on avancera beaucoup. Il est désespéré le contribuable quand même. Mais non, il faut rester exigeant. C'est pour ça que moi je trouve que c'est très bien qu'il y ait les consentement à l'impôt quand même qui est en jeu là. Mais bien entendu, vous avez parfois raison. Donc, mais la moitié des Français ne payent pas l'impôt sur le revenu. C'est une bonne chose qu'il y ait le Paradise Papers. Moi, j'avais aucun problème par rapport. Ça paraît poil à gratter, mais j'ai aucun problème par ça. Il faudrait maintenir cette pression. Mais du chemin a été parcouru. Et en particulier au cours de ces 5 dernières années, pas seulement sur ce sujet-là, beaucoup de chemin a été parcouru. Très bien, merci Monsieur Sapin. C'est l'heure pour nous d'accueillir celle qui, comme vous, envoie du bois. Voici Sandrine Saroche. C'était pourquoi.
la semaine dernière, on a fêté Halloween et on a vu des choses étonnantes. C'était la nuit des morts vivants au Kremlin. Alors on a vu Poutine décorer chevènement, et c'est le vrai, hein, il tient debout, c'est sans trucage ni effets spéciaux, sans clou ni vis, juste un petit peu de superglue sous les talons. On a vu également un présentateur météo anglais sans tête, faut dire que depuis le Brexit outre-Manche, ils se prennent bien la tête. Drame d'Halloween toujours avec un joueur de foot sans cervelle. Mais ça c'est normal, non? Oui, mais quand même, il y en a des... Facile, ouais, mais toujours... Patrice Evra, donc, qui a été mise pied après un coup de pied donné sur un coup de tête, un casse-pied qui s'entêtait à lui dire « tu joues comme un pied », les bras m'en tombent. En même temps, il avait la grosse tête, ça lui a fait les pieds. Après les sans tête, les sans cervelle, on a vu aussi un Premier ministre français sans parti et même un président catalan sans cojones. Qui s'est foué en Belgique, qui s'est enfoué en Belgique et à Bruxelles. Et quand je dis sans cojones, bien sûr, c'est façon de parler parce que le retour en Espagne risque d'être un petit peu douloureux. Justement à cet endroit-là. Hein. Si la France a un incroyable talent, l'Espagne a un incroyable catalan. Ouais, voilà. De l'audace, encore et toujours. Et on a appris cette semaine qu'un élève de 3e a réussi à entrer en stage à l'Élysée, au culot. Comme on dit en Espagne, el culo, il n'y a que ça de vrai. Alors, c'est vrai que sur la photo, il fait plutôt seconde que 3e. Ah oui, il est précoce, mais très déterminé. Emmanuel Macron, il l'a annoncé en Conseil des ministres. Il veut que l'attribution de la Légion d'honneur soit plus sélective. Fini les décorations à l'usure et au copinage. Il a dit désormais, il faudra avoir accompli un acte héroïque. Sans transition aucune, Emmanuel Macron va remettre à Édouard Philippe la Grand Croix du Mérite. Bah quoi, hein? Il a quand même fait des trucs héroïques. Déjà, ça fait 6 jours qu'il mange des acras aux Antilles, où il est parti tout seul, comme un grand, avec son sac à dos, ses grandes oreilles. Et là, il y a tout qui a décollé. L'avion, les oreilles, les sondages avec. Parce qu'un Premier ministre qui part aux Caraïbes avec un sac à dos, c'est beaucoup plus rare, vous le savez, qu'un président qui rentre de Libye avec des mallettes. Je me comprends. Et tant qu'on est dans les voyages, on revient aux paradis fiscaux et aux Paradise Papers, on en parlait. Voilà qu'on apprend que tous les grands de ce monde en croquent pour les Caïmans. Et Poutine, et Trump, et Trudeau, et pourquoi pas la reine d'Angleterre tant qu'on y est. Ah, elle y est aussi. Non, vraiment, là, je suis choquée. Il n'y a même pas un président français. Vous savez pourquoi? Eh bien, parce que nous, les Français, on s'en fout de l'argent. Hein. N'est-ce pas, monsieur Sapin? On s'en fout. On est des affectifs, nous. Hein. Nous, ce qui compte, c'est l'amour, c'est la mort, la preuve. La preuve, c'est que pour la première fois en France, un motard s'est fait enterrer avec sa moto. Avec le truc qu'il a tué, quoi. C'est quand même, hein, c'est un peu dingue. C'est comme si Marine Le Pen se faisait inhumer avec ses fiches. Hein. Ou si François Hollande se faisait enterrer avec son casque de scooter. Bon, au moins, n'empêche qu'au moins, lui, il peut rouler dans Paris. Parce que lui, il s'en fout des opérations escargots. Vous savez que ça s'appelle comme ça parce que les Parisiens, enfin, quand je dis les Parisiens, les Franciliens en bavent. Et là, il faut que je vous explique. Alors au départ, il y a Marcel Campion, super pote avec Anne Hidalgo, et vas-y que je t'offre de la barbe à papa, que je t'attrape la queue du Mickey, que je te soutiens pendant ta campagne, que je te fais le pan, que je te fais la roue, bref. Et soudain, patatras, c'est le divorce. La mairie de Paris ne veut plus du marché de Noël sur les Champs-Élysées, alors Campion rameute ses potes forains qui se liguent, forcément, c'est la Ligue des Campions. Et c'est là. Et c'est là qu'un... Oui, il y a du niveau. C'est là qu'un troisième protagoniste intervient, et chez les forains, quand on est 3, eh bien ça s'appelle un manège à 3. Et le voilà, le troisième protagoniste, c'est lui, le préfet de Paris, Michel Delpech. Hein, alors on connaît tous ces tubes. Mais celui qui est de circonstance, c'est celui-là, hein, c'est les divorcés. On pourra dans un premier temps laisser la roue à tes parents, le marché de Noël à ton frère. Anne a déjà fermé les quais, avec toi le périph' bloqué. Pour les Franciliens, la galère. Si c'est fichu entre nous, à Paris ça pue, à cause de nous. Ah oui, bien. Eh oui, finalement. Oh, bah, ah oui.
Finalement, à Paris, on est un petit peu comme cet Allemand qui a confondu une courgette avec une bombe. C'est véridique, c'est une vraie info. Et ça me fait penser d'ailleurs à ce que me disait récemment Robert, chauffeur de taxi parisien. Nous aussi, on pensait avoir voté pour une bombe et ça fait 3 ans qu'on se farcit une courgette. Voilà, bonne semaine Robert et bon courage. Merci Sandrine. Merci Monsieur Sapin d'être venu nous voir. C'est maintenant l'heure de notre focus. Ne bougez pas. Focus. Le 7 janvier 2015, le destin de la France basculait. La rédaction de Charlie Hebdo, le journal satirique, était décimée pour avoir publié des caricatures. Presque 3 ans après, Charlie Hebdo est de nouveau menacé et le parquet a ouvert une enquête avant de recevoir son ancien directeur Philippe Val. Vous voyez ses réactions. Au-delà du sérieux de ces menaces de mort, c'est une question de climat. Nous, on n'accepte pas d'être traité de cette manière-là. Il y a quand même une ligne rouge à ne pas franchir. Il faut défendre une nouvelle fois la liberté de presse, la liberté de caricaturer, la liberté d'expression. On ne peut pas, dans notre pays, impunément mettre en cause la liberté de penser, de s'exprimer et même de caricaturer. On est quand même soutenu, mais c'est vrai que c'est pas qu'on se sent isolé, mais c'est quand même étonnant qu'après tout ce qui s'est passé en France depuis 2, 3, 4 ans, il y a encore des réactions aussi violentes. C'est que maintenant, ça s'est banalisé d'appeler au meurtre. Bonsoir Philippe Val. C'est par ici. Bonsoir. Venez prendre place. Merci d'être là. Alors, directement, une réaction à ces nouvelles menaces, qui n'ont jamais cessé en réalité d'ailleurs. Non, elles n'ont jamais cessé. Ouais. C'est quand même étrange, non? Par exemple, après les attentats, les grands journaux, comme Le Monde, des gens comme ça, ce qui les intéressait, c'est les affaires de fric de Charlie Hebdo. Leur sécurité, les menaces, rien à foutre. Et là, la semaine dernière, quand ils ont sorti leur une, il a fallu attendre lundi, le journal sort le mercredi, pour qu'on commence à bouger le cul, pour dire « Ah, ils sont menacés ». Déjà, la moitié d'eux sont morts. Ça fait des mois que ça dure. Tout le monde s'en fout. Vous comprenez que tout le monde s'en fout. On ne veut pas voir ça. On ne veut pas regarder ce phénomène. C'est épouvantable quand même, non? On vit dans un pays où des gens sont sous protection. Moi, par exemple, depuis 11 ans. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Dans quel pays on vit? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Pourquoi on laisse la démocratie partir en couille comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne veut pas regarder ces choses-là. Parce qu'il y a une vague de fondamentalisme, de radicalisation au sein de l'islam, de détestation, de haine profonde de la démocratie, de l'égalité homme-femme, une homophobie incroyable, une violence, une haine contre les policiers, contre les journalistes. Mais qu'est-ce qui se passe par exemple, chez les intellectuels? Chez Edgar Morin, par exemple. Ou des gens comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Rien. On ne s'intéresse pas. Vous parlez de quel pays, Philippe Val? Vous parlez d'un pays où des millions de personnes sont descendues spontanément dans la rue pour soutenir Charlie? Non. Vous parlez d'un pays dont un des quotidiens s'appelle Libération, qui a hébergé l'équipe de Charlie? Vous parlez d'un pays où les appels « Je suis Charlie » ont fédéré au-delà des clivages politiques, idéologiques? Je parle exactement de ce pays-là. Oui, Charlie n'est pas seul, et c'est heureux. Je parle exactement de ce pays-là. Je parle d'un pays... Vous parlez de quelqu'un qui faisait une chronique avec les divorcés, tout à l'heure, là, de Michel Delpech. Eh bien, c'est un pays divorcé. C'est un pays où les gens qui sont confrontés à la réalité ont peur, et c'est normal, sont inquiets, et c'est normal. Et puis, il y a un autre pays qui est une partie du monde intellectuel et médiatique qui ne comprend rien à cette affaire, mais plutôt qui ne veut rien y comprendre. Il y a un pays concerné parce qu'il vit au quotidien ce problème. Il vit la séparation des hommes et des femmes dans un pays qui a légiféré sur l'égalité des hommes et des femmes. Il vit toutes ces choses-là. Et en face, une partie de l'élite intellectuelle qui refuse de voir ça par lâcheté, par peur.
Bah, vous lisez les journaux, vous lisez Les Inrecuptibles, vous lisez Le Monde, vous lisez Télérama, vous lisez La Bien-Pensance Générale partout. Le Monde et Télérama sont contre Charlie, mais vraiment... Oui, Le Monde et Télérama ne sont pas pour Charlie. Vous avez lu Le Monde au lendemain des attentats? Tout le monde. Vous avez lu Le Monde au lendemain des attentats? Les Les articles de Raphaël Baquet? C'était une honte. Une honte. Moi, j'ai jamais digéré ces choses-là. Écoutez... je suis venu pour parler de la réalité. Je suis pas venu pour plaider pour une idéologie. Je suis pas venu pour défendre un camp contre un autre. J'ai accepté de venir ici ce matin pour parler du réel. Et le réel, c'est le silence. Le silence qui entoure la parole d'Elisabeth Badinter, de Céline Pina, des gens comme ça. Le silence qui entoure la parole des gens qui parlent du réel, de la réalité des choses. Je vous répète ma question, dans quel pays vivez-vous? Il n'y a pas un jour sans qu'il y ait un article sur le sujet, une d'hebdomadaire, un reportage télévisé. Les livres se multiplient, je suppose que vous faites... particulièrement référence à l'islam radical, les livres se multiplient à ce sujet, les reportages se multiplient, les reportages s'accumulent, les 1 sur 4, sur 6, sur 8. Écoutez, si je peux me permettre non mais vous, attends, excusez-moi, je finis ça. Vous essayez de dramatiser la chose, bon d'accord. Je dramatise les choses. Vous avez compté les morts? Tout le monde, mais je vous dis que la majorité... Vous les avez comptés? Bien sûr, et j'étais lié avec quelques-uns, et je suis même lié avec quelques-uns des survivants. Arrêtez de me donner des leçons, parce que... Je ne vous donne pas de leçons, non, mais je ne vous donne aucune leçon. Je veux juste... Mais je ne suis pas contre vous, je veux pas vous emmerder, j'ai pas envie de vous contredire pour des conneries. Je voudrais juste dire quelque chose. C'est qu'il y a un journal. Mais c'est pas seulement un journal, c'est des gens qui vivent dans des quartiers. C'est des juifs qui sont obligés de changer de quartier, de changer d'école, qui n'ont pas l'argent pour le faire et qui doivent demander de l'aide. C'est la réalité du terrain dont je parle. Ne me dites pas que Charlie est isolé parce que ça ne correspond pas à la réalité. Il y a heureusement un mouvement populaire et intellectuel qui soutient le mouvement populaire est réel et je suis d'accord avec vous. Et le 11 janvier, mais il y a une chose juste que je voudrais vous faire remarquer. Je voudrais vous faire remarquer une chose. Il y a eu une campagne électorale qui a duré longtemps avec les primaires à la con et tout ça. Bon, et ça a duré longtemps. Bon, eh bien, pendant cette campagne, quel candidat a évoqué cette manifestation extraordinaire du 11 janvier? Qui a évoqué ça pour asseoir un discours? Écoutez-moi, vous avez 1000 fois raison. Le problème, c'est que vous ne parlez pas de la même chose. Non, mais attendez, si je peux me permettre, parce que je vous ai laissé longuement parler, ça m'intéressait de vous écouter tous les deux. Nolo a pas tort quand il dit... Le sujet est sur la table. Quand il dit il n'y a jamais eu autant de livres, je sais, je les reçois parce que je fais une chronique toutes les semaines et je pourrais faire une chronique sur l'islam toutes les semaines. Avec tous les bouquins qui ressortent. Non, mais il faut être honnête, il faut essayer d'être rationnel. Bon. En revanche, là où il a raison et tu ne veux pas entendre, c'est notre discussion depuis des mois. Là où tu ne veux pas entendre, c'est qu'il y a deux choses qu'il dit et que je dis depuis des années. Donc là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il y a deux peuples qui sont en train d'émerger sur le territoire français. Il y a deux peuples qui n'ont de moins en moins à se dire, qui incarnent deux civilisations différentes, parce que l'islam n'est pas seulement une religion, c'est avant tout une civilisation, sauf que c'est pas la civilisation française, et que, d'ailleurs, votre ami François Hollande dit tout en une phrase dans le fameux livre « Un président ne devrait pas dire ça », il dit à un moment « tout ça finira par une partition ». Ça, c'est le problème de fond. Et Val a raison, quand il dit qu'il n'y a plus un gosse juif dans les écoles publiques de Seine-Saint-Denis, il a raison, qu'ils partent tous dans le 17e ou le 16e, ou quand ils n'ont pas les moyens, qu'ils partent carrément en Israël. Bon, voilà. Donc ça, il a tout à fait raison. Quand il parle aussi des islamo-gauchistes, parce qu'il ne le dit pas comme ça, mais c'est ça la réalité, Edgar Morin et compagnie, et Plenel et compagnie, qui sont dans une stratégie de collaboration avec l'islam. C'est ça la réalité. C'est la réalité, Nolo. Et ça va la raison. Ils sont dans une stratégie de collaboration avec l'islam. Ils sont prêts à tout pardonner parce que dans leur logiciel ancien... Pas ce mot. Non, je fais exprès. La collaboration, ça veut dire quelque chose. Eh bien oui, ça veut dire quelque chose. Ouais. Dans leur logiciel ancien, l'islam, c'est la religion des pauvres et donc la gauche doit les défendre. C'est ça la logique. Et ça, Val n'a pas tort. Enfin, allez-y, monsieur Sapin, si vous voulez intervenir. Non, parce que franchement, c'est un débat. Non, mais allez-y, je vous en prie. Mais ce sur quoi je réagissais, c'est sur le mot islam. Tout ce qui est écrit est terrible et je crois que ça ne sert à rien de vouloir dire le contraire. Il faudrait s'interroger d'ailleurs sur pourquoi il y a cette explosion de haine. Certes, parce qu'elle existe et qu'elle se renforce, mais parce qu'elle a aussi des modalités de propagation. C'est toute la question des réseaux sociaux, y compris du point de vue légal. Comment est-ce qu'on lutte contre ça? C'est possible, si on a le temps. Je dis juste un mot. Ne confondons pas l'islam
avec l'islamisme Mais radical. le sapin, c'est la même chose. Mais c'est la même chose. Vous venez de dire non, pardon. Voilà, pardon. C'est Tout est dans le texte, monsieur Sapin. Comme si on avait confondu, et Charlie Hebdo, sur ce point-là, a parfois montré du doigt, une sorte d'ultra-catholicisme avec le christianisme. Non, je ne confonds pas les uns et les autres. Non, on ne va pas repartir là-dessus. Mais cette discussion, pour le reste, vous savez, islamisme, c'est synonyme au 19e siècle. Je voudrais, par exemple, une république, enfin une démocratie, elle se juge en fonction de sa façon de légiférer. Et bon, après, c'est la redistribution de l'impôt, bon, qu'importe. Mais en attendant, ça m'intéresse. Parce que l'histoire des réseaux sociaux, il va falloir là aussi qu'on arrête de regarder ailleurs. Ailleurs, il faut regarder les réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'argent, c'est de la publication. C'est une grosse circulation d'argent et ça rapporte beaucoup. Et c'est de la circulation d'informations. J'ai été directeur de France Inter et directeur de Charlie Hebdo, ce qui fait 25 ans à peu près de responsabilité éditoriale. Ça veut dire que quand un collaborateur, quelqu'un avec qui je travaille, écrivait ceci ou cela qui était passible des tribunaux, c'est moi qui allais. Mais c'est normal. Et je bénis le ciel qu'il en soit ainsi. J'ai été 25 fois devant la 17e chambre correctionnelle. Moi aussi. Donc, j'ai gagné, j'ai perdu, généralement j'ai gagné. Mais j'étais devant et j'avais à répondre devant le tribunal de ce qui s'écrivait dans mon journal ou de ce qui se disait à la radio. Et je trouve ça normal. J'étais responsable, personne choisit, tout le monde choisit d'être directeur. C'est pas un truc qui vous tombe dessus. Bon, donc on est responsable. Ce sont des responsables de publication. Ce sont des responsables de publication. Ils doivent être traduits devant les tribunaux quand leurs réseaux font circuler des appels à la haine antisémite contre les policiers, contre des gens, contre des journalistes, contre Charlie Hebdo. Le patron de Twitter doit être devant la 17e. Contre tout le monde, monsieur Val. Contre tout le monde, les réseaux sociaux. Alors, on ne peut pas laisser dans un état de droit. On ne peut pas laisser dans un état de droit circuler un fleuve de jungle. C'est impossible. C'est impossible. Allez-y, monsieur Savard, parce que moi je voudrais vous répondre. Il a raison, et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on étende au-delà de ce que vous vivez, c'est-à-dire la haine, l'islamisme radical, etc., qu'on l'étende. Parce que vous dites, mais c'est comme ça pour tout le monde. Mais ça, pardon, c'est comme ceux qui disent, mais je sais pas quoi, l'impôt est pas payé, donc il faut pas payer l'impôt. Ah non, mais je dis qu'il faut légiférer en général. Il faut que la législation, on a une législation, elle est ancienne sur la presse, mais il faut que l'appliquer aussi à d'autres domaines. Moi, je prends juste un exemple, pardon, c'est vous qui êtes là pour parler. Je prends juste un exemple. Une fois, il m'est arrivé que on est obligé de surveiller les réseaux sociaux, donc j'avais des gens comme ministre autour. Puis ils me sortent encore un truc où c'est totalement faux. Totalement diffamateur, mais totalement faux. Ils appellent le site et ils disent « Attendez, c'est faux, voilà pourquoi c'est faux. Ah, vous avez raison, c'est faux, c'est pas grave, j'efface. » J'efface. Ah, c'est vrai que dans un journal, vous effacez pas. Une fois que c'est sorti, j'efface. Enfin, dans le monde d'aujourd'hui, vous avez effacé, mais tout est parti et ça fait le tour du monde. Donc il faut une législation qui soit adaptée à cela. Moi, j'entends bien ce que vous dites. Les Allemands le font, hein. 30 secondes. J'entends bien ce que vous dites et je comprends bien ce que vous dites. C'est pas... Je vous mets en garde. Parce que ça va être utilisé pour censurer toutes les pensées iconoclastes. Je le vois bien venir. Ça va être le truc. On va dire incitation à la haine, et l'incitation à la haine, moi je suis dedans, à chaque fois. Donc je le connais trop, ce truc. Je connais bien le code. Non, mais je vous assure, je le vois venir gros comme une maison. Je pense que la liberté... Il faut s'en référer au texte et mettre les magistrats devant le texte, et si jamais ils ont... Mais les magistrats, je connais, ils interprètent comme ils veulent. Il faut prendre des bons avocats. Non, il n'y a pas d'avocats qui tiennent. Mais la loi est très précise sur l'incitation à la haine raciale. Je connais. Moi, j'ai pas l'impression d'inciter à la haine et je suis condamné à chaque fois. Donc ça ne marche pas avec moi. Je ne suis pas d'accord. C'est très dangereux. Il n'y a pas le choix. Il va falloir... On ne peut pas laisser exister... les Allemands, par exemple, sont actuellement en train de donner des amendes monstrueuses, énormes, de plusieurs millions d'euros à Twitter. Mais c'est liberticide, Valve. Je vous assure, c'est très dangereux. Non, mais je sais, parce que moi j'empathie. Alors, vous ne voyez pas la même chose que moi, pardonnez-moi. Non, mais parce que je vois de l'autre côté. Je voudrais revenir au débat. Est-ce que c'est possible? C'est très dangereux, c'est tout ce que je dis. Est-ce que c'est possible de ne pas personnaliser? Non, juste avant que vous parliez de ça, vous allez parler de ça, mais vous êtes tous Charlie autour de cette table.
C'est-à-dire que moi, je suis un lecteur de Charlie. Moi, depuis quelques mois, je le suis de plus en plus. Vous êtes Charlie. J'aime beaucoup, de plus en plus. Alors, à propos... Mais de toute façon, moi, je voudrais quand même vous mettre en garde sur cette histoire d'islamo-gauchisme. Moi, je prends les 2 dernières unes de Charlie Hebdo. Il y en a une qui est parfaite. C'est Tariq Ramadan qui dit « Je suis le 6e pilier d'islam » parce que... drôle, en tout cas. Oui, parce que des femmes lui reprochent d'avoir utilisé la religion pour parvenir à ses fins, avec ou sans violence. Il ramasse l'information, il en fait une caricature. C'est parfait, et c'est pas l'islam qui est attaqué, c'est l'usage qu'en aurait fait... qu'en aurait fait Tariq Ramadan. En revanche, je finis ça. En revanche, là, vous voyez ce que fait... Il arrive à Charlie Hebdo de se planter, et ils se sont plantés dans la une. Quand... Sur Affaire Ramadan, Mediapart révèle, on ne savait pas. Là, à mon avis, on sort de la caricature parce qu'on laisse entendre, à mon avis, de manière diffamatoire, que Mediapart aurait été au courant de ces supposées agressions sexuelles et ne l'aurait pas dit. Moi, je dis que... Ça, c'est inacceptable. Je suis d'accord avec vous. Contre l'islamo-gauchisme, tous les coups ne sont pas permis. Donc moi, je vous mets en garde aussi contre ça. Et ça, je trouve... que c'est complètement à côté de tous les coups ne sont pas permis, mais eux, ils se permettent tous les coups. D'accord. Oui, mais c'est pas parce qu'ils se permettent tous les coups qu'on doit se permettre tous les coups. Je suis d'accord avec l'un des deux, Éric. Je voudrais juste... Ils s'embarrassent jamais. Je voudrais dire deux choses là-dessus. Deux choses. Une chose sur la une précédente. Les problèmes qu'on a eus quand on a publié les caricatures de Mahomet il y a 10-11 ans, c'était la question de la représentation du prophète. Il est bien évident que dans une démocratie, les citoyens qui ne sont pas musulmans n'ont pas à respecter les tabous graphiques d'une religion. Bon, ça, les choses sont claires, le tribunal l'a dit, bon, voilà. Évident. Ensuite, on avait un problème avec le prophète. Aujourd'hui, c'est pas avec le prophète, c'est avec un personnage, un individu, un homme de la société qui s'appelle Tariq Ramadan. On n'a plus le droit de dessiner Tariq Ramadan, quoi. Donc la situation, ce qui signifie que la situation en 10 ans s'est considérablement aggravée. Aggravée, c'est le signe, c'est le baromètre. C'est normal. Bon. Ensuite, sur la une de l'autre une de Charlie Hebdo, il y a deux solutions. Soit elle signifie, cette une-là, soit elle signifie, on connaît les idées. Mediapart dit, on ne connaissait pas les idées de Tariq Ramadan. Les idées, c'est-à-dire les prêches, les cours d'islamo, machin, bon. Parce que l'islamologie, je ne sais pas ce que c'est vraiment. Mais bon. On connaît les idées de Tariq Ramadan, on les connaît pas parce que non, c'est pas vrai parce que Plenel fait des conférences avec Ramadan, etc. Donc dans ce cas-là, la une elle est bonne. Dans ce cas-là, la une elle est bonne. Mais si elle accuse Edoui Plenel de ne pas avoir été, de faire semblant ou d'avoir été au courant de la prétendue sexualité, parce que c'est l'instruction de Tariq Ramadan, c'est dégueulasse parce que évidemment qu'un violeur ou quelqu'un qui harcèle les femmes va pas s'en vanter, même auprès de son ami Edoui Plenel. C'est le distinguo que je viens de faire, donc je te remercie. Excusez-moi. Cette une succède à la précédente qui était sur l'affaire Ramadan, l'affaire sexuelle. On ne peut pas faire semblant d'avoir un doute, évidemment qu'elle fait... donc il y a quelque chose qui va pas. Accuser Edoui Plenel, et Dieu sait, si j'ai aucune sympathie pour Edoui Plenel, je ne peux pas être soupçonné d'avoir la moindre sympathie pour Edoui Plenel. On est d'accord. Bon. Mais le soupçonner de ça, de couvrir la sexualité de Tariq Ramadan, ça n'est pas... on est d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Oui, je partage ce qui vient d'être dit, mais partager cela, ça ne veut pas mettre en cause la liberté de l'exprimer. Voilà. On peut critiquer, heureusement, critiquer quand M. Zemmour dit des choses. Je peux être en désaccord et critiquer. Mais il y a le droit de critiquer, le droit de critiquer. Elle est polysémique, la une. Elle peut vouloir dire ça, elle peut vouloir dire ça. Dans la mesure où elle dit Plenel connaît les idées de Tariq Ramadan, là, la une a raison. Si elle dit connaît la sexualité de Tariq Ramadan, à ce moment-là, la une a tort. C'est tout. L'affaire Ramadan, c'est tout ce que c'est. L'affaire Ramadan, c'est une affaire qui est longue. C'est la une précédente. Votre œil d'homme politique, vous êtes d'accord avec François Hollande, avec Éric Zemmour et avec Philippe Val, quand ils décrivent une société qui est au bord, comme l'a repris du divorce, d'une partition? Mais le constat, c'est pour lutter contre.
pas pour s'en satisfaire ou considérer que c'est donc... J'ai pas dit qu'il voulait s'en satisfaire. Mais il n'a pris aucune mesure pour d'autant plus difficile que la haine est montée, qu'elle s'est affirmée, qu'elle s'est banalisée, qu'elle se banalise par les mécanismes de réseaux sociaux. C'est vrai, mais on ne doit jamais baisser les bras, surtout pas devant cela. Monsieur Sapin, c'est ce qu'on fait. Non, mais il ne faut pas baisser les bras depuis 30 ans. Il ne faut pas baisser les bras. Et baisser les bras, c'est pas dire il y a les bons et les mauvais. Je dis même pas ça, c'est de considérer qu'il n'y a qu'un seul peuple, pas deux peuples. Mais il y en a pas un seul. Qu'un seul peuple. Et au sein de ce peuple, non, c'est pas un mythe. C'est une valeur française. Mais parce qu'il y a des gens qui ne se reconnaissent pas dans le peuple français. Dans ce peuple, il y a des gens qui croient dans un dieu, d'autres qui croient dans un autre dieu, d'autres qui ne croient en aucun dieu, et ce n'est pas ça qui les différencie à l'intérieur même de la citoyenneté. C'est pas moi qui fais la différence, monsieur Sapin. C'est des gens qui ne se sentent pas membres du peuple français et qui estiment que parce qu'ils croient à un autre peuple, ils sont d'un autre peuple et d'une autre civilisation. En France, c'est pas moi qui invente ça. C'est des discours de non, il n'y a pas qu'un là, vous faites le jeu de ce que vous dénoncez. Mais je fais le jeu, moi je m'en fous de cette expression faire le jeu. Moi j'essaye de voir la réalité. La réalité, c'est pour la combattre, non pas pour l'accentuer. Mais on la combat pas, c'est donc pour rapprocher ce que vous appelez des deux peuples, que j'appelle moi un seul peuple avec des sensibilités parfois. On ne la combat pas. Exact. Mais il y a aussi un peuple français. Pardonnez-moi. Constatant pour dire donc on les sépare. Non, je pense pas. Mais c'est pas moi qui les sépare. La configuration est pas tout à fait ça. Il y a un peuple en France, c'est l'unité du peuple français, il est défini dans la Constitution. C'est un mythe, Val. Non, c'est pas un mythe. Aujourd'hui, c'est un mythe. Mais la Constitution, la Constitution parle le nomme, et en le nommant, elle le fait exister. Mais à l'intérieur du peuple français, il y a toujours eu des îlots un peu extrémistes contre tout, la République, contre machin, ceci, cela. Sauf que maintenant, cet îlot. Vous avez vraiment raison, Michel Sapin, quand vous dites que croire à un Dieu, à un autre, ou ne pas croire à un Dieu, tout ça ne change rien à l'appartenance. Ne devrait rien changer. Ne change rien. Voilà. Sauf quand une religion secrète à l'intérieur d'elle-même, ce qui est le cas de l'islam, une radicalisation qui se marginalise et qui se met à détester les fondamentaux de la démocratie moderne. Et à ce moment-là... Mais c'est pas la démocratie moderne, Val. Elle se met en sécession. C'est-à-dire que c'est une autre civilisation qui s'installe. Non, ça n'a rien à voir avec la démocratie. Moi, je voudrais en finir avec la pensée borgne de Zemmour. Ben oui, parce que tu bouches un œil et tu vois que la moitié de la réalité. Ceux qui contribuent à la partition que tu dénonces, ce sont ceux, comme toi, très souvent, qui passent leur temps à vouloir qu'on confonde l'islam et l'islam. Pas du tout. Ça moi, contribue. Je vois le réel. Laisse-moi finir. Ben, c'est parce que tu t'attends. Tu contribues à la partition parce que tu dis il y a des gens qui, par nature, parce que par religion, ne font pas partie du peuple français. Vous ne pouvez pas dire, Éric, une chose. Vous difficilement dire. Vous ne pouvez pas dire que l'Inquisition, la Saint-Barthélemy, ça n'a rien à voir avec le christianisme. Voilà. On ne peut pas dire ça. Le christianisme assume ses crimes. Et c'est ce qui a fait que cette religion a survécu et a continué à avoir des fidèles. Parce qu'elle a intégré dans son histoire elle a intégré ça dans son histoire. Et elle ne veut pas que ça recommence. Le christianisme ne veut pas que ça recommence. On a bien vu, Jean XXIII a mis un point final avec Vatican II. Vous dites qu'il y a deux christianismes. Non, il n'y a pas de christianisme. Il n'y a pas de christianisme. Il y a un seul christianisme. Il y a un christianisme qui a débattu, selon la tradition, qui est une tradition juive d'ailleurs, qui est de commentaires et de changement de la loi par le commentaire, et elle a changé sa loi. Ça s'est réformé. Elle a accepté. On ne peut pas dire aujourd'hui que les attentats, que le djihad de Daesh, toutes ces choses-là, sont étrangères à l'islam. C'est dans le Coran. De l'islam. Mais oui, mon cher, c'est dans le Coran. De la même façon que les crimes du christianisme ne sont pas étrangers au christianisme. C'est même pire, ils ne sont pas étrangers au christianisme, mais ils ne sont même pas dans le texte. Je veux dire que on pouvait au moins prendre le texte de Jésus contre les crimes. Que les intellectuels musulmans travaillent sur la réforme du texte. Ils le font et ils sont traqués et ils vivent sous protection policière. Exactement. Mais ils sont trois. Il y a un débat. Non, ils sont plus que trois. Mais non, mais je sais l'expression. D'abord, ils débattent. Ensuite, quand il y a des élections, les islamistes gagnent toujours en terre d'islam. Et même en France. Cette unicité de l'islam ne résiste pas à l'analyse. Comment expliquez-vous que les musulmans soient les premières victimes des islamistes? Comment expliquez-vous? Ça, c'est un mantra qu'on répète 100 fois et qui est faux. Mais parce que tu dis des bêtises. Comment expliquez-vous qu'au procès c'est pas parce que tout le monde dit la même bêtise que toi, tu ne peux pas répéter. C'est difficile aujourd'hui. Non, mais parce que tu dis des Comment bêtises. se fait-il qu'au procès Mera, on trouve
côte à côte sur le banc des partis civils des musulmans et des juifs victimes de la même personne. Non, tout simplement parce qu'il y a au sein de l'islam, il y a au sein de l'islam une immense majorité qui fait partie tout simplement du peuple français, sans débat, sans procès, sans nuance, et qu'il y a en effet une marginalité islamiste. Tout ça est je crois fondamental pour l'avenir et pour la clarté de ce débat. Que tu diras la vérité, tout cela est faux. Et qu'il faut à chaque fois qu'on peut rappeler cette distinction. Philippe, une conclusion. La conclusion, c'est qu'il faudrait que les intellectuels, pas que les intellectuels musulmans, qui le font, il y a eu un hors-série de courrier international extraordinaire d'intellectuels qui viennent de terre d'islam. Évidemment, ce sont des gens très importants. Ils ne sont plus musulmans, ceux-là, ils sont traqués par les musulmans. Et ils sont exécutés, enfin. Être musulman, ça n'est pas une tare génétique, c'est être né quelque part. Mais à l'intérieur d'une même famille, comme l'affaire Mera, il y a une sœur qui est formidable. Enfin, bon, ça veut dire qu'il y a un choix. Il y a un choix. Qui a endoctriné ses frères aussi. Non, mais le frère, enfin, il y a un frère. Il y a un frère, pardon. C'est un frère qui est un type normal. Ça veut dire qu'il y a des choix personnels. Il faut arrêter de dire faut arrêter la sociologie avec cette histoire. Il faut plus faire de sociologie. Parfois, ouais. Il faut faire de la psychologie, mais pas la sociologie. Enfin, sur 5 ou 7 d'une fratrie, il y en a quand même 5... Oui, mais ce sont des choix personnels, responsables. Il n'y a pas d'excuses. Les gens prennent leurs responsabilités quand ils s'engagent dans ces histoires. Et donc, c'est ça que je voudrais dire, c'est très important. Et surtout, il faudrait quand même qu'il y ait un discours de conviction, de combat, de pas laisser s'infiltrer partout des concessions à la laïcité, des concessions à la liberté, des concessions à l'égalité homme-femme. Chez les conducteurs de bus, dans les banlieues, dans les écoles, qu'on puisse enseigner l'évolution, Darwin, partout. Sinon, on est foutu. Notre démocratie repose sur l'enseignement de la raison. Et la raison, elle passe par Darwin. Donc il y a quelque chose de... Non mais enfin, je pense parce qu'il y a un gros problème avec Darwin. Donc, pas seulement chez les musulmans, Darwin. Hein, ça c'est vrai. Oui, mais non, mais chez les intégristes. Là, tu as chez les intégristes. C'est pour ça que je dis c'est pas seulement Darwin le problème. Non, mais ça c'est vrai. Et je voudrais dire que aussi cette fracture entre ceux qui veulent voir et ceux qui veulent pas voir, ceux qui subissent et ceux qui regardent les autres subir, elle n'est pas de droite et de gauche. Elle parcourt le champ politique. C'est une fracture. Et aux socialistes, par exemple, je pense que quand Manuel Valls a dit il y a deux gauches irréconciliables, il parlait de ça, notamment. Ouais. On va pas ouvrir le débat maintenant parce que Valls... Non, je suis désolé. Mais la gauche, on conclut. On peut faire un débat d'1 heure là-dessus. Hein. La conclusion, c'est qu'il faudrait quand même être plus vigilant sur ces questions. Et puis... sur les plateaux de télévision, bon, vous n'êtes pas en cause puisque vous invitez vos invitations sont pluralistes, mais quand même, généralement, on voit des propos qui sont insupportables sur les plateaux de télévision. On avait invité d'ailleurs Edoui Plenane, mais il a décliné. Bah, je serais pas venu, donc de toute façon. Non, moi, vous voyez, je débat avec lui. Vous avez tort. Moi, je débat avec lui. Pourquoi ? Parce que le temps passe et que j'ai pas le temps. Voilà. J'ai pas le temps de débattre avec Edoui Plenane. Toujours le temps de débattre de l'essentiel. Voilà. C'est ma philosophie. Non, mais j'ai pas envie. Maintenant, s'il le faut, je le ferai. Mais c'est une corvée, quoi. Et puis il y a un âge où les corvées, ça fait chier, quoi. Une petite conclusion rapide, Michel Sapin. Sur ce sujet-là, je crois que c'est un des sujets les plus fondamentaux. Qu'on dise que c'est pas de droite et de gauche, je crois que c'est parfaitement vrai. On en revient à la question politique fondamentale. Quand on constate quelque chose, on ne peut pas s'en satisfaire. Et on ne peut pas avoir un discours qui, au bout du compte, reconnaisse que ce constat est définitif. Tout discours qui met en garde sur la facilité, qui souligne la profondeur du débat, ou la profondeur de la blessure, ou la profondeur de la haine, et des outils de cette haine, est légitime, mais tout discours qui considérerait que, puisque c'est comme ça, c'est fichu, non. Moi, je ne peux pas l'accepter en politique. C'est bien. Sinon, moi, je suis pas d'accord avec vous. Vous savez, ça nourrit ce discours sur lesquels, donc il n'y a rien à faire. Que les politiques ne servent à rien. Mais le débat intellectuel ne sert à rien. Ou la prise de position. Je pense que le débat intellectuel est décisif et que la décision et que la politique est décisive dans cette affaire. C'est le débat intellectuel et la politique. Qui permet à la politique. Vraiment. L'éducation.
Non mais la politique, c'est l'éducation. Ça en fait partie. Merci beaucoup à vous, messieurs, d'être venus sur ce plateau. On se quitte en méditant la phrase de la semaine. Mais la vie est-elle une quantité, comme voudraient nous le faire croire les économistes? Qu'est-ce que la vie? Une longueur ou une intensité? Et si la vie ne se mesurait que par elle-même? Elle est signée de l'économiste iconoclaste Bernard Maris, alias Oncle Bernard, dans les colonnes de Charlie. Il est mort le 7 janvier 2015. On se retrouve la semaine prochaine pour l'émission qui donne du temps au débat et à la politique. Et d'ici là, restez zen sur Paris Première.